France Maghreb 2. LGF, le grand forum, ça démarre maintenant, jusque 18h30 comme tous les jours en ce mercredi 19 juillet. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, en pleine forme et bonnes vacances à tous ceux qui sont encore et toujours en vacances et bon courage aussi et surtout à ceux qui travaillent parce qu'il y en a beaucoup, à notre image d'ailleurs. Pour m'accompagner aujourd'hui, ils seront pas mal, ils sont deux pour l'instant. Hanan Zawadi, comment ça va Hanan? Bonjour à tous, salam alaikum. Écoutez, ça va très bien. Donc le bonjour à nos chers auditeurs. Alors, accompagné de Monsieur Zebellus, Jean-Marc, comment il va? Ami, ça va très bien. Bonjour Christophe, bonjour Hanan, et je souhaite un bonjour aussi à tous ces auditeurs et auditrices qui nous sont fidèles. Et puis Hicham Terra qui a du retard, qui sera avec nous également. Une grosse émission aujourd'hui, puisque aussi il nous rejoindra tout à l'heure, accompagné d'un chauffeur VTC. Et c'est une information exclusive France Maghreb 2 qu'on vous a révélée hier. Agressé, violenté par la police, pour en définitive, après l'avoir violenté, le policier lui a présenté des excuses en lui disant on s'est trompé d'individu. Ils sont repartis sans même lui apporter de l'aide. Il était blessé, il a perdu connaissance, violenté, extrêmement violent, donc l'altercation. Et cet homme de 59 ans sera avec nous tout à l'heure accompagné de son avocate. Il a déposé plainte auprès de la police des polices. Une information donc révélée par France Maghreb 2. Donc tout à l'heure à retrouver, il sera notre invité pour nous raconter ce qui lui est arrivé la semaine dernière, ce chauffeur VTC donc âgé de 59 ans. Sinon dans l'émission, on va parler de quoi? Et avant de présenter les sujets d'aujourd'hui, Hanan, on va parler de quoi avec toi aujourd'hui dans ton avis tranché? Alors aujourd'hui on va parler de l'éducation nationale, donc l'éducation de nos enfants, le putsch permanent des élus de la République. Très bien, dans ton coup de cœur, Hanan. Alors mon coup de cœur, j'hésite encore, mais je pense que je vais parler de la fondation Ardian qui œuvre en faveur des territoires. Voilà, ça fait tousser, mais... Ouais. Zebellus, une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Oui, je vais reprendre la lettre ouverte qui a été adressée par un Camerounais qui a fait Très belle lettre. Très belle lettre que je vais essayer un petit peu, pas tout reprendre dedans, mais essayer de reprendre l'essentiel. Très bien, ton coup de cœur ça va être un petit son musical, je te réserve la surprise. Très bien, eh bien voilà pour le programme. Sinon, parmi les sujets que l'on va aborder dans quelques instants, évidemment sur France Maghreb 2, c'est un nouveau chef d'état-major des armées en France. Le général François Lecointre succède à Pierre de Villiers qui a démissionné ce matin, vous le savez. Départ à l'issue d'une semaine de conflit ouvert avec le président de la République. Tension née des réserves exprimées par le général sur les coupes budgétaires dans le secteur de la défense et le brusque recadrage d'Emmanuel Macron. On y reviendra bien sûr. On parlera aussi des heurts hier soir encore du côté de l'esplanade des mosquées, le site de la vieille ville de Jérusalem au cœur d'un bras de fer entre Israéliens et Palestiniens depuis que les autorités israéliennes ont décidé d'installer des portiques de sécurité à ces accès, mesure controversée. Nous y reviendrons évidemment. Et quand on voit le tweet par exemple de Charles Anderlin qui lance une alerte sérieuse concernant un conflit qui risque de dégénérer et l'appel du Fatah aujourd'hui à une journée de la colère des Palestiniens qui aura lieu ce vendredi. Voilà pour le programme, soyez les bienvenus. Côté musique, en guise de coup de cœur, tiens, un petit souvenir qui va vous rappeler peut-être des souvenirs justement. Zebda, je crois que ça va pas être possible. Le groupe toulousain Zebda, je crois que ça va pas être possible, ça nous rappelle des petits souvenirs. Ça, Zebda, on a plus beaucoup de nouvelles, c'est dommage parce que voilà, ils étaient bons quand même, le groupe Zebda. En guise de coup de cœur donc sur France Maghreb 2, sans oublier messieurs dames le zapping, le j'aime ou j'aime pas. Voilà les quelques rendez-vous et n'oubliez pas donc à 17h on recevra donc le chauffeur VTC violenté par la police. La semaine dernière ça s'est passé à Boulogne et donc il nous racontera ce qui lui est arrivé. L'affaire est devant la police des polices et il sera avec nous accompagné de son avocat pour nous apporter son témoignage bien sûr. Sur France Maghreb 2 on vous a d'ailleurs livré un article réexpliquant toute l'affaire sur le Facebook de la radio France Maghreb 2. Allez lire cet article, il y a tout est expliqué concernant cette affaire que vous révèle en exclusivité France Maghreb 2 bien sûr. Zebellus Jean-Marc, notre expert en immobilier, et notre consultante Hanan Zawadi qui est avec nous aujourd'hui pour nous accompagner, sans oublier notre spécialiste du showbiz et des artistes dans l'audiovisuel, on va dire, notre Hicham Terra qui sera avec nous d'ici quelques instants. Hicham d'ailleurs pour qui on avait une pensée parce que vous le savez, Hicham Terra qui a donc son papa qui a disparu atteint de la maladie d'Alzheimer et ça faisait 2 ans lundi que son papa a disparu, toujours pas de nouvelles évidemment, et un très bel article dans le Parisien qui relate un petit peu cette affaire le concernant. Donc c'est vrai que Hicham Terra, ça fait 2 ans qu'il se bat. Moi je le suivais déjà à travers
travers Facebook avant de le connaître à la radio. Il a vraiment mis l'accent sur cette nécessité de devoir continuer les recherches pour les personnes disparues. On l'a vu à la télévision, il est extrêmement suivi, donc je sais pas en termes de résultats, est-ce qu'il a réussi à avoir d'autres résultats, mis à part le mettre en avant cette cause à travers les médias, au niveau des ministres, des députés, des choses comme ça? En tout cas, je crois qu'il mène un travail, en profondeur. Il a fait beaucoup de rencontres, et visiblement, mais qui, pour l'instant et pour l'heure, n'ont rien donné. Espérons en tout cas pour lui qu'il ait des nouvelles, comme il dit, de son papa, qu'il sache qu'il est devenu. C'est une situation terrible. Ouais. J'ai ma défunte mère qui était aussi atteinte de cette maladie. Ouais. Et Dieu merci qu'il y a eu des moments où elle est partie et on a pu la retrouver. On a pu la récupérer. C'est quelque chose de très difficile à vivre, ne pas savoir où est son père, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il est devenu. Et je pense qu'il doit y avoir quand même des mesures mises en place pour ce type de problématique. Il y a des mesures qui ont été arrêtées apparemment. De problématiques de façon concrète pour que justement ces personnes disparues, pour que les choses soient mises en œuvre afin de pouvoir les retrouver, les identifier. Alors, bien écoutez, on laisse passer une petite page de pub, une petite chanson qui va bien, et on est de retour très vite pour entamer notre premier sujet. C'est l'actualité du jour aujourd'hui dans toute la presse française. C'est la démission, et c'est un fait rare parce que c'est, je crois, faut remonter dans les années 58 pour voir qu'un général, un chef d'état-major général de l'armée démissionne et soit en désaccord avec le président de la République en place, Emmanuel Macron, qui a eu une réaction. On va essayer de retracer un petit peu toute l'affaire. Une réaction peut-être un petit peu trop autoritaire. En tout cas, c'est ce que la presse et les journalistes aujourd'hui lui reprochent. Alors, la question que j'ai envie de vous poser et à laquelle on va tenter de répondre ensemble avec les auditeurs aussi au 01 40 33 9000, s'agit-il du premier faux pas d'Emmanuel Macron? À tout de suite. Le grand forum France Maghreb 2, qu'est-ce qu'il y a comme réclamation? Qu'est-ce qu'il y a, Nan? Qu'est-ce qui se passe? J'ai un retour de son un peu étrange sur mon casque. C'est Zébélus qui a touché encore. Je sais pas. Il y a un problème à la régie. Je l'ai vu avec ses mains là, il galope partout. Hein. Voilà, et ben voilà ce que c'est. Hop, je vais te régler ça en direct, tu vois, ça va vite fait bien fait. Je vais commencer l'hostilité. Ton micro il est faire la guerre des Malouines. Hicham, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, mon ami. Ouais, grave. Depuis la crise d'essence, la pénurie, je pouvais plus. Ouais, tu nous as fait très loin, tu vois. Alors tiens, justement, tu parles de ça tombe bien, parce que messieurs dames, vous savez, voilà, on aime bien vous raconter notre vie des fois de temps en temps. Mon épouse a eu à aller du côté d'une station essence pour remettre du gasoil, donc ce qui est de plus logique et normal. Laquelle épouse, laquelle Comment ça, laquelle? J'en ai qu'une seule, mon ami. Faut pas le dire, t'es fou, toi. Donc, et elle s'est retrouvée face à 2 pompes vides. Et a priori, après s'être renseigné ce pourquoi donc ces pompes étaient vides, un responsable d'une station lui a dit attention, une grosse grève se prépare pour le mois d'août. Ah ouais, carrément. Christophe, oui. C'est un petit peu normal. T'habites à Tataouine-les-Pins. Le temps que ça arrive chez nous, il va se passer une année. Donc calmons-nous. Franchement, je suis d'accord. Bon, écoutez, je vous donne cette information. Vous en faites ce que vous voulez. Vous allez partir en vacances, hein, voilà. Mais a priori, une grosse grève se prépare pour le mois d'août. Voilà. Information donc donnée par le pompiste. Mon cher Hicham. Oui, on a évidemment tous une pensée pour toi parce que j'ai entendu ça. On en parlait il y a quelques instants. Ça fait 2 ans donc l'anniversaire de exactement deuxième un triste anniversaire donc 2 ans. Et puis pour répondre aux questions, donc oui, ça avance à petits pas. Il y a eu les élections présidentielles. Donc avant les élections, j'avais pu rencontrer on va dire quelques politiques qui malheureusement ne sont plus en poste. D'accord. Et donc il y a d'autres personnes, il y a d'autres pistes et toujours sur le même principe. Donc c'est avancé et donc le combat est au-delà de mon épreuve en fin de compte. Aujourd'hui malheureusement on est dans un super beau pays avec plein de choses mais il y a beaucoup de lacunes et en l'occurrence à ce niveau-là donc dans la recherche des personnes adultes il y a plus rien. Avant il y avait un système qu'on appelait la RIF et donc aujourd'hui il y a plus rien et donc là aujourd'hui qui a été supprimé par Monsieur Valls. Très bien. Voilà. Et donc du coup aujourd'hui. Par faute de moyens. Non. Parce que alors c'était la RIF, la recherche dans l'intérêt des familles avait été mise en place, si je me trompe pas, depuis 1914. En fin de compte, c'était pour aider les familles à retrouver les soldats
et les soldats retrouvaient leur famille. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que c'est une loi qui a été remaniée au fil des âges, et il y a eu des abus. Il y a des gens qui se sont servis de la rive pour retrouver des gens qui devaient de l'argent. D'accord. Voilà, donc forcément on y mettait la police, la gendarmerie, donc à la fin on s'aperçoit que c'était... Moi je rebondis parce que on prend toujours une minorité, on prend toujours quelques cas particuliers pour pouvoir couper une loi. Ça, je suis sûr que ça représente vraiment une minorité. Et d'autre part, quand on parle de quelqu'un qu'on recherche qui est de sa famille, je pense que ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui cherche de l'argent. Donc je pense que c'est un prétexte fallacieux et qu'il est plus important à ce que l'on contribue justement à ces personnes qui sont en grande détresse. Ma mère même a été Alzheimer, donc est partie. Dieu merci. Des fêtes mères, on a pu la retrouver parce qu'on a mon père qui était quand même assez proche, mais il faut faire très attention, les prétextes fallacieux pour pouvoir découper des lois qui nous sont nécessaires, qui nous sont utiles. Alors moi, qui fait partie de la dignité humaine. Moi, j'ai une petite question, Hicham, parce que j'ai vu, il y avait, t'as fait circuler des pétitions, je crois, depuis 2-3 ans, j'ai dû en voir 3, en tout cas, la dernière, je l'ai signée. En termes de résultats, je sais pas du tout à combien de personnes ont signé. Voilà, exactement. Aujourd'hui, on est à plus de 14 000 signatures. D'accord. Donc, concrètement, c'est peu, mais en même temps, quand je vois ce qui avait été fait auparavant, c'est beaucoup. D'accord. Et malheureusement, c'est toujours la même chose, tu sais, c'est à partir du moment où tu fais pas de bruit, tu fais pas de boucan autour de ça, ça bougera pas. Et du coup, voilà, ces pétitions que toi, ces signatures que tu as entre les mains, quand tu les présentes par exemple à des politiques, parce que ce travail tu l'as déjà engagé, est-ce que la pétition a un vrai poids? Ça a un poids, mais pour l'instant on va dire que le poids est infime, clairement. À partir du moment où... En tout cas, il y a eu un article dans le Parisien. Oui, il y a le Parisien qui a permis aussi, par exemple, hier d'avoir à peu près 500 signatures. Super. Ouais, facile. Je regardais, ça m'amusait. À chaque fois, je rafraîchissais la page et je voyais que ça avançait énormément. D'accord. Et cette fameuse pétition, voilà, il y a les 20 propositions qui ont été écrites par une association, des juristes, d'anciens gendarmes, d'anciens policiers, des personnes qui se sont spécialisées dans la recherche de personnes. Donc, on part sur le principe de créer un truc qui est tout bête mais auquel on se dit que ça existe déjà depuis longtemps, mais un fichier des personnes décédées sans identité. D'accord. Et t'arrives à engager un travail avec d'autres associations parce qu'aujourd'hui... Pour l'instant non. Pour l'instant clairement non. Alors attention, pourquoi non? Parce que j'ai pas non plus moi fait cette démarche là. D'accord. Moi je bosse entre guillemets, j'ai du soutien, on s'entraide on va dire avec la RDP IDF. Mais sinon, clairement, c'est un peu un no man's land, quoi. Pour l'instant, c'est... Bon, en tout cas, bon courage merci. On rappelle peut-être la page Facebook pour aller retrouver... Recherche Elmeki Terak sur Facebook, voilà. Elmeki Terak, tu peux épeler comme ça, c'est toujours... E-L-M-E-2-K-I, plus loin T-E-2-R-A-K. Que j'ai partagé d'ailleurs. Oui, vous allez sur Facebook et vous tapez recherche... Elmeki Terak, donc sur Facebook vous allez liker la page et surtout signer la pétition. Après peut-être on peut la repartager sur la page France Maghreb 2 si t'es d'accord. Bah évidemment, oui. Voilà. Oui, évidemment, évidemment. Il ne peut être que d'accord. Bah évidemment. Intérêt, ouais. Bon, allez, puisque Anan tu parles, bah tu fais. Oui, tu peux juste baisser le son au casque. Non mais à la régie, il y a un problème à la régie. Les femmes sont de plus en plus exigeantes dans ce monde, ça va pas du tout. Moi je pense que c'est parce que tu es de moins en moins attentionné tout simplement. C'est bon, Anan? C'est très bien. Tu te fais piquer, hein, Christophe. Non, mais t'inquiète pas, lui. Je vais m'en occuper après. Alors, puisque Anan est là, bien, va nous livrer son avis tranché du jour. Je crois qu'on va parler de l'éducation nationale. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Avant de parler de la démission du chef d'état-major de l'armée ce matin, il faut remonter, je le rappelais tout à l'heure, aux années 58 pour voir un tel événement. Et ça en est un. Du coup, c'est à la presse à la une de la presse française. Je vais y arriver. Avant tout cela, eh bien, on écoute Anan Zamwani pour son avis tranché qui nous parle de l'éducation nationale. Voilà, donc aujourd'hui on va parler d'éducation. Je vais rebondir effectivement sur la nouvelle réforme des rythmes scolaires.
Donc l'éducation de nos enfants, le putsch permanent des élus de la République. Aujourd'hui, l'école ne reproduit plus les inégalités, elle les aggrave. Donc cette phrase n'est pas de moi, elle est de Jean-Paul Delahaye, qui est le directeur général de l'enseignement scolaire. Les projets de réforme de l'éducation nationale depuis 35 ans ne cessent de se succéder. Les ministres et secrétaires d'État, malgré leur bonne volonté, ont à composer avec des nominations précaires dans la durée, ne leur permettant pas d'impulser une politique de redressement pérenne. Au mieux, quelques infimes réussites à leur palmarès en comparaison à cette bombe à retardement. Effectivement, le bilan laisse apparaître entre autres que le niveau scolaire de nos jeunes est parmi les plus mauvais de l'Union européenne et que l'égalité de la qualité des enseignements et des moyens ne sont aucunement visibles dans les territoires prioritaires en termes d'éducation. Et pour conséquence, donc, selon une étude dévoilée par le ministère de l'Éducation nationale, parmi les élèves entrés en 6e, 72% des enfants d'enseignants et 68% d'enfants de cadres supérieurs ont décroché un bac général à la fin du lycée. Contre, tenez-vous bien, 20% des enfants d'ouvriers qualifiés, 13% des enfants d'ouvriers non qualifiés et 9% des enfants d'inactifs. Nos jeunes, futurs actifs de cette société, subissent en réalité l'incapacité des différents gouvernements successifs à tenir une ligne directrice sur le long terme et sont soumis à la loi de Bercy qui vote les budgets. Les ministres de l'Éducation nationale se succèdent et n'ont aucun compte à rendre de leurs résultats suite au budget alloué. Et pourtant, en comparaison avec d'autres pays dans le monde, la France arrive en 3e position pour ce qui est de la part des dépenses d'éducation dans le système national. Nous avons ainsi consacré près de 148 milliards d'euros à notre système éducatif en 2015, soit 6,% du PIB. Le président a prévu pour impulser une compétitivité au niveau de l'éducation de nos futurs actifs tout un faisceau de mesures. Celles que nous avons tous retenues, diviser par 2 les effectifs des classes de CP et de CE1 en éducation prioritaire. Monsieur Macron dit « Il faut à la France un sursaut en matière d'éducation, on peut rattraper notre retard en 10 ans. » Ne s'agit-il pas à nous aussi, parents d'élèves, main dans la main avec nos élus locaux et nationaux, de demander un encadrement strict des résultats et moyens mis en œuvre avec des méthodes propres à chaque académie et ce, dans la durée, ce que monsieur Macron appelle le temps long. Ne s'agit-il pas à nous aussi de promouvoir une école de la justice, de l'égalité et du résultat qui respecte les élèves, les parents et les enseignants en exigeant l'abrogation du principe du putsch éducatif sans fin que la France subit à chaque nouvelle nomination et réforme. Parce qu'effectivement, monsieur Macron, si vous misez sur une seconde élection et donc à vous tenir 10 ans à la tête de l'État, que va-t-il se passer dans 10 ans ou 5 ans au bas mot? Je vous réponds, rebelote et on recommence les travaux de découture et recouture sans tenir compte des successives déconfitures. Vous dites, monsieur Macron, c'est un passage à une discrimination positive territoriale qu'il nous faut. Et dans le même temps, vous vous refusez au principe de mixité sociale. Pas question d'utiliser la contrainte en passant par la loi. Nous ne voulons pas rouvrir la guerre scolaire, précisez-vous. On vous découvre pourtant plus apte à déclencher une guerre des mots avec notre feu chef d'état-major, le général de Villiers, que vous avez sciemment poussé à la mise à auto à mort. Espérons que vous ferez preuve de plus de diplomatie si d'aventure un responsable venait à tenir un discours d'alerte rouge face aux députés, ou peut-être avez-vous prévu de limoger avec la même méthode des milliers de parents d'élèves, d'enseignants ou d'élèves en colère. Voilà, juste pour finir, l'éducation de nos enfants est un sujet qui nous rassemble. Merci ma chère Anan pour ce billet, cet avis tranché concernant donc le rythme scolaire qui risque encore de changer. Il avait déjà changé sous Hollande, et ça recommence. Sur le rythme scolaire. Il y a une chose qu'il faut savoir sur l'éducation, les mesures mettent beaucoup de temps à se mettre en application. Des fois, il y a un ministre il y a sous une présidence ou sous un ministre, ça commence et c'est exécuté beaucoup plus tard. On avait déjà vu ça dans le LGF. Comme la réforme de l'orthographe. Des fois, ça peut mettre 5 ans, 6 ans à aboutir. Il y a des choses qui ont apparu sous Najat Vallaud-Belkacem, alors qu'elle n'avait rien à voir. C'était pas elle, ça venait pas d'elle. Génial, voilà. Mais là, sur la réforme du rythme scolaire, il faut savoir qu'en 9 ans, on en est à la 3e. On est passé de 5 jours à 4 jours et demi, ensuite 4 jours. Et là, ce qui se passe, c'est que on annonce hier
que un tiers des écoles va repasser sur un rythme de 4 jours. Donc oui, on parce est que en c'est la plein mois de volonté des juillet. communes en fait. Oui, mais très bien. Je pense que ça c'est en fait on a en quelque sorte, on va dire, décentralisé un peu la gestion des écoles, des lycées, et que dans le cadre de la loi, ça me paraît assez logique que les communes puissent en fait gérer les choses par rapport à leurs moyens. Par rapport à leurs moyens, par rapport aux différentes situations. C'est-à-dire qu'il y a une certaine autonomie et qui peut aussi être une problématique parce que mettre en adéquation les moyens et les objectifs, c'est pas toujours évident. Je rappelle, messieurs dames, qu'à 17h, on retrouvera l'avis tranché de notre ami Jean-Marc Zébellus. Qu'est-ce qu'il est sérieux, Jean-Marc, en fait, quand il parle. T'as vu? C'est un orateur. Et il va lancer. Et soyez là parce que c'est une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Justement, on en parle beaucoup dans cette émission, Emmanuel Macron. Hicham, on va parler de quoi tout à l'heure à 17h30 avec toi? Écoute, moi, on va parler de, tu connais mon engagement dans l'artistique et les médias. Donc, je vais parler encore de nos amis, les artistes, et du manque d'engagement qu'ils ont. Une partie d'entre eux en tout cas. Très bien. Pourquoi? Parce que j'ai le plaisir et la chance et l'expérience d'avoir pu connaître une période où je pense que même tous ici autour de la table où les artistes étaient beaucoup plus engagés qu'aujourd'hui je trouve. Alors petite question Hicham, toi qui va de temps en temps je crois au Marrakech du Rire, il y a un an d'engagement qui dure depuis des années de monsieur Jamel Debbouze. Après tu sais, je pense que là il y a quelque chose d'assez compliqué, c'est que dès qu'on arrive à pour moi, c'est totalement personnel, c'est ma lecture. Mais je pense que quelle que soit la discipline, quelle que soit la pratique, quel que soit le milieu dans lequel vous êtes, et tu sais l'engagement que tu as et aussi la renommée que tu as, il y a comme comment dirais-je, je vais pas parler d'autocensure, mais il y a comme une posture qu'on adapte pour plaire au plus grand nombre en fait. C'est l'effet Barnum, c'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, il faut que ça plaise à tout le monde. Je dirais que l'engagement peut avoir plusieurs formes. Bien sûr. Là aussi, moi je dois dire, il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est que Jamel Debbouze a permis aussi pas mal d'artistes de banlieue qui n'avaient pas la possibilité d'avoir cette visibilité, qui lui a permis justement de se faire émanciper beaucoup d'artistes, faire les connaître, les découvrir. Nous on le voit qu'en France. C'est qu'un engagement. C'est un engagement. C'est déjà une forme d'engagement. C'est aussi, je pense qu'il s'est quand même engagé quand il avait fait la une de je sais plus quel magazine où il disait j'aime la France, ou il expliquait quand même pas mal de choses. Il y a une différence sur les prendre position et les engagements. Bien sûr. Et là, le changement qu'on voit chez Jamel Debbouze, à l'époque où il y avait Sarkozy, dans ses sketchs, il était extrêmement tranchant et on l'entendait. Aujourd'hui, on l'entend plus de tout, plus aucune critique. Il est totalement sur la production aujourd'hui. Il est vraiment dans la gestion de. Voilà, exactement. Et il y a des choses qu'on voit ici en France, mais il y a, par exemple au Maroc, il fait énormément de choses, il y a beaucoup de choses qui sont faites, vraiment. Après tout à chacun de mettre en avant ce qu'on fait ou pas. Je rappelle qu'à 17h on recevra cet homme, ce chauffeur VTC de 59 ans qui a été violenté par la police. Ça s'est passé à Boulogne, en banlieue parisienne. Information France Maghreb 2, il sera avec son avocate tout à l'heure pour nous donner son témoignage, nous raconter ce qu'il a vécu évidemment. Et ce fut visiblement des heures un peu terribles que ce monsieur a vécu et qu'il nous racontera évidemment. Et si vous voulez avoir plus d'informations, un article reprenant toute l'affaire est disponible d'ores et déjà sur le Facebook de la radio France Maghreb 2. Pour l'heure, on va, avant d'ouvrir le débat du jour, passer au zapping, messieurs dames. C'est parti. Alors dans le zapping, on va parler de quoi ? On va parler de ce projet de loi très controversé dont les sénateurs ont commencé l'examen hier. Il s'agit du projet de loi antiterroriste qui doit remplacer le régime de l'état d'urgence instauré après les attentats de novembre 2015. L'examen du texte va se poursuivre aujourd'hui. Il sera ensuite transmis à l'Assemblée nationale où il sera débattu jusqu'en octobre. Mais d'ores et déjà, certains parlementaires, certains juristes, mais aussi des associations critiquent le texte. C'est le cas d'Amnesty International. Pour l'organisation de défense des droits de l'homme, la transposition des mesures de l'état d'urgence dans le droit commun est tout simplement dangereuse. Écoutez ce qu'en dit Nicolas Kremeyer, qui est chargé du programme Liberté à Amnesty International, et on en parle. On va
pouvoir perquisitionner, alors avec effectivement l'accord du juge des libertés de la détention, mais sur des bases extrêmement floues et extrêmement vagues. Donc le juge ne pourra vraisemblablement pas jouer son rôle. On va permettre au préfet de pouvoir fermer des lieux de culte de manière sur des bases tout aussi floues et vagues. On va enfin permettre au préfet de prendre des mesures de fouilles généralisées dans tout espace public qui rassemblerait du monde. Donc typiquement une manifestation, un concert. Donc on est vraiment en train de basculer d'une logique de prévention à un principe de précaution extrêmement dangereux pour un état de droit. Ce que l'on demande, c'est de ne pas voter la loi, et si celle-ci doit être finalement votée, eh bien de l'amender de manière extrêmement drastique pour qu'elle soit conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. Voilà pour ce qui est des inquiétudes donc de Nicolas Crémeyer d'Amnesty International France. Est-ce que vous partagez les inquiétudes de Nicolas Crémeyer ? Ces inquiétudes, elles sont partagées, puis on les dénonce depuis plusieurs semaines déjà. Moi, j'ai eu l'occasion hier d'écouter les débats à l'Assemblée nationale, au Sénat. T'es pas endormi ? Non, pas du tout. J'adore ça. Je fais que ça en ce moment, donc je me projette dans mon futur rôle de député pour dans 5 ans. Et au Sénat, par contre, ce qui est bien, c'est que ils sont aussi alertés des déviances qu'il peut y avoir, et ils adoptent le projet de loi en fait en y incluant une clause d'autodestruction, de manière à ce qu'elle ne soit pas pérenne dans le temps, et que dès qu'on en a la possibilité, on sorte en réalité de ces lois-là. Donc moi je trouve leur position pas mal, j'ai trouvé ça pas mal. Hicham, est-ce qu'il faut être inquiet ? Pour moi oui, à partir du moment où on commence à avoir des dispositifs où on commence vraiment, je sais pas, après fouiller pendant une manif, après ça peut avoir du bon, mais pour moi c'est une porte ouverte sur autre chose après. Même s'il y a un système d'autodestruction, ça va toujours donner des idées ou insuffler une autre idée. Moi ça me fait, pendant un moment quand j'écoutais là, ça m'a fait penser si je me trompe pas, c'est le Patriot Act aux États-Unis. Ouais. Après le 11 septembre, entre guillemets, à partir du moment où il y a un soupçon de terrorisme, t'es limite, t'es plus un humain quoi. On va tout te saisir, on va tout regarder, on va tu vois. Le Patriot Act va très très loin. Ouais, mais voilà, mais moi j'ai peur qu'un jour on y arrive. Un individu lambda qui n'a rien à voir avec quoi que ce soit, c'est ça. Va par exemple en bibliothèque et s'intéresse à certaines lectures pour s'informer. Voilà. Au bout du moment, à partir du moment qu'il a appris 2 fois le même type de lecture, on va avoir des soupçons. On va tout de suite le mettre sur un fichier et avoir des soupçons. Mais monsieur tout le monde. Ouais, c'est ça. En tout cas, ça sera voté. Le projet de loi d'urgence, c'est important aussi de le préciser. Ouais. Les dérives qu'il peut y avoir, c'est par rapport justement à tous les militants, donc notamment les militants écologistes, etc., etc. Il y avait des fichiers S d'ailleurs dernièrement qui étaient juste il y a 20 000 fichiers S, 10 000 pour terrorisme. Donc là, partons du principe que à la rentrée ou au mois d'octobre, on ait une certaine tranche de la population qui va dans la rue pour dénoncer la loi travail, entre autres. Et ces dérives-là, elles vont toucher aussi de simples manifestants ou militants. En tout cas, c'est ce qu'on imagine. Bon, alors on aura l'occasion évidemment d'y revenir, puisque on va en parler jusqu'au mois d'octobre visiblement de ce projet de loi. Sinon, le Front National et le MoDem, le Front National et le MoDem, c'est au tour de la France Insoumise maintenant d'être montré du doigt dans l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif au Parlement européen. Le patron de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, est directement visé, ainsi que 3 de ses anciens assistants parlementaires. Il va donc faire lui aussi l'objet d'une enquête pour abus de confiance. Et une nouvelle fois, c'est une eurodéputée du Front National qui a déposé un signalement. Elle s'appelle Sophie Montel. L'eurodéputée du Front National a décidé donc de n'épargner personne dans cette enquête qui éclabousse déjà tous les principaux partis français présents au Parlement européen, initialement mis en cause dans cette affaire. Elle continue donc de signaler d'autres parlementaires qui auraient eu recours à ces méthodes. C'est d'ailleurs donc dans un courrier envoyé le 27 juin dernier à François Molins, procureur de la République de Paris, que l'élu frontiste mentionne le nom de Jean-Luc Mélenchon et de 3 de ses assistants parlementaires. Début juillet, le parquet de Paris choisit donc d'élargir l'enquête. Motif, utilisation présumée illégale qu'il faisait de ses collaborateurs au Parlement européen.
entre 2009 et 2017 lorsqu'il y siégeait. Le fondateur donc de la France Insoumise est donc à son tour soupçonné d'avoir rémunéré ses assistants parlementaires avec de l'argent européen alors qu'il travaillait pour son parti. Affirmation niée en bloc par Jean-Luc Mélenchon hier après-midi. Ce dossier a déjà fait de nombreux dégâts dans la classe politique, vous le savez, comme Marine Le Pen, mise en examen pour abus de confiance en juin dernier, sans oublier les 3 membres du gouvernement français contraints à la démission après avoir été soupçonnés d'avoir participé à ce système. Jean-Luc Mélenchon donc mis en cause dans l'affaire des emplois fictifs, présumés fictifs au Parlement européen. Les enquêteurs soupçonnent donc que ces parlementaires aient pu en fait travailler, je le rappelle, pour la France Insoumise ou le parti de gauche. Accusation fermement rejetée, je le disais, par Jean-Luc Mélenchon. Écoutez-le dans sa première réaction. Aucun de mes assistants n'a jamais exercé aucune responsabilité politique, ni à l'intérieur du parti de gauche, ni pour la France Insoumise. Jamais aucun, de toute la période du Parlement européen. Donc je ne sais pas pourquoi on me cherche noix, je verrai, parce que c'est ça qui est reproché à Madame Le Pen. Il nie tout en bloc, présomption d'innocence, on attend de voir, ou on sort directement la guillotine pour Jean-Luc Mélenchon là. J'ai juste une question. Oui. La France Insoumise existe depuis combien de temps ? 2 ans. 2 ans. Ouais. Est-ce que les eurodéputés ont été élus sous ce parti, avec l'étiquette de parti de la France Insoumise ? Bonne question, j'en sais rien. Mais après, c'est Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais est-ce qu'on peut parler de la France Insoumise ? On peut parler du front de gauche. On peut parler du front de gauche. Est-ce que là, dans ce cadre bien précis, après, c'est une bonne guerre, si le parti n'existe pas. Donc, moi, je suis pas un défendeur de Mélenchon, mais je dis à un moment donné, il faut que que l'information ne soit pas de la désinformation. Ouais, exact, on est d'accord. Mais je crois que le FN est fort pour ça. Et que s'il y a quelque chose qui n'est pas normal, il convient justement de faire une enquête, d'essayer d'éclaircir les choses, mais n'oublions pas la présomption d'innocence. Ça existe et c'est valable pour tout le monde, n'est-ce pas, ça devient un peu pénible en réalité parce que toutes les semaines, toutes les 15 jours, on est envahi par il y a une affaire. Donc pour rebondir sur ce que tu dis, monsieur Mélenchon, il précise bien ni à l'intérieur du parti de gauche, ni pour la France insoumise. On verra bien. C'est encore des faux débats. Très bien, faux débat donc. Ça en est terminé pour le zapping. Dans un instant, on passe à notre premier sujet important. Il fait la une de toute la presse française depuis ce matin. C'est la démission du chef d'état-major de l'armée, le frère, Pierre de Villiers, donc qui a démissionné. Mais c'est son frère ? Oui, c'est son frère. En cause d'une brouille, à cause d'un coupe budgétaire. On en reparle dans un instant en détail. Et on se posera la question, s'agit-il de la première faute du président de la République ? Envie de réagir à l'actualité, un coup de gueule, un coup de cœur, 24h124, le Mobi Répondeur, 06 18 21 56 41. 06 18 21 56 41. Après sélection, les messages seront écoutés dans le grand forum entre 16h et 18h30. Vous avez déjà rêvé de perdre du poids sans avoir l'impression de faire un régime ? Avec Regimebox.fr, c'est possible. Vous mangez de vrais repas, délicieux et livrés à domicile. En plus, vous bénéficiez d'une réduction de 40%. Et surtout, ça marche. Je m'appelle Marie. Avec Regimebox, j'ai perdu 11 kilos en 3 mois. Michel, j'ai pris 15 kilos quand j'ai arrêté de fumer. J'ai tout perdu en 4 mois en mangeant de bons petits plats avec Regimebox. Catherine, j'ai perdu 12 kilos en 3 mois très facilement. C'est pas cher et on mincit vite. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Allez sur Regimebox.fr pour bénéficier de 40% de réduction. Regimebox.fr. Votre radio, France Maghreb 2 est avec vous quand vous voulez et partout où vous allez. France Maghreb 2. France Maghreb. Vous écoutez France Maghreb 2 chez vous, au bureau et dans votre voiture. Vous avez un déplacement ou des vacances en vue ? Emportez avec vous votre radio partout, en France et dans le monde. Il vous suffit d'installer l'appli gratuite France Maghreb 2 sur votre smartphone, tablette et ordinateur et continuez à écouter vos musiques et programmes préférés en Wi-Fi gratuitement et en illimité comme sur la FM. Grâce à son appli, France Maghreb 2 vous accompagne partout, en France et dans le monde. France Maghreb 2, France Maghreb. Sur France Maghreb. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Jean-Marc Zébellus, notre expert en immobilier, notre consultante Alan Zawani et Hicham Terak, spécialiste dans l'audiovisuel.
Si résumé comme ça. C'est bien résumé. Bon, très bien. Dans un instant, c'est un artiste, Hicham. Non, arrêtez, commencez pas. Bah oui, avec son drone et tout, là, il a tout fait. C'est un artiste avec ses slams, avec ses poèmes. Il y a une super vidéo qui tournait sur Facebook, en fait, où il prenait des images avec son drone. C'était juste magnifique. Ah, merci. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, il faudrait qu'on organise une pétition pour qu'il reste pas aussi longtemps sans pouvoir régaler les auditeurs. Ah, ça, c'est gentil, ça fait plaisir, ça. Manifestez-vous, chers auditeurs, c'est pas normal. Là, c'est plus de la crème, c'est de la pommade qui te sert. Non, c'est plus que de la pommade, là. Et pourtant, en off, c'est Zebda, mais de l'huile, là. T'as vu? En message, il vanne. De l'huile, c'est de zétone, carrément. Alors, on va parler maintenant, avant de trouver ton avis tranché, d'accueillir notre invité. Dans un instant pour son témoignage, chauffeur VTC qui, je le rappelle, a été violenté par la police du côté de Boulogne en région parisienne. Il nous racontera son histoire absolument hallucinante. L'article récapitulatif donc de cette affaire est disponible d'ores et déjà sur notre Facebook. Information exclusive France Maghreb 2. Voilà, on en parle dans un instant. Pour l'heure, transparence et vérité. Pierre de Villiers donc insiste et peut-être assis sur sa loyauté, a présenté ce matin sa démission. Il renonce donc à son poste de chef d'état-major des armées, démission qu'Emmanuel Macron a accepté bien sûr, alors que ces derniers jours, l'opposition entre les deux hommes s'était affichée publiquement toute la semaine. Les spéculations sont allées bon train et ce matin donc la décision est tombée et en Conseil des ministres, le nom du nouveau chef d'état-major des armées a été annoncé. Il s'agit du général François Lecointre qui était jusqu'alors chef du cabinet militaire du Premier ministre. Il succède donc au général de Villiers dont le départ était devenu inéluctable. Le point de rupture entre le président et le chef d'état-major des armées était atteint depuis la fin de semaine dernière. À l'origine de ce différend, les 850 millions d'euros d'économie demandés au ministère de la Défense, une baisse du budget qui est provoqué la colère du général de Villiers. Alors écoutez ce qu'il avait dit: je ne me laisserai pas baiser. Comme ça, s'était-il violemment porté la semaine dernière devant les membres de la commission de l'Assemblée nationale. Une critique en règle de la politique budgétaire donc du gouvernement qui avait ulcéré le président. Il s'était suivi un sévère recadrage par le chef de l'État. Les deux hommes devaient se rencontrer vendredi en tête-à-tête. Finalement, le chef d'état-major des armées a préféré claquer la porte dès ce matin, avant même d'ailleurs la tenue du Conseil de défense. Dans un communiqué, il explique ne plus être en mesure d'assurer la pérennité du modèle d'armée auquel il croit pour garantir la protection de la France et des Français. Fin de citation. Un communiqué, donc une démission qui acte donc sa rupture avec le chef de l'État. Quoi qu'il en soit, c'est un vrai coup dur pour Emmanuel Macron, car la démission d'un chef d'état-major est une première depuis 1958. Le risque pour l'Élysée est que la grogne gagne du terrain, car au sein de l'armée, on ne veut pas entendre parler de ces coupes budgétaires. Alors la France intervient sur plusieurs terrains d'opération, des militaires qui semblent plus que jamais douter de l'objectif affiché par le candidat Macron en campagne, celui de faire passer le budget de l'armée à 2% du PIB d'ici 2025. Alors on va juste réécouter ce sévère recadrage de Emmanuel Macron qui s'est produit le 13 juillet dernier. Écoutez. Il n'est pas digne d'étaler certains débats sur la place publique. J'ai pris des engagements. Je suis votre chef. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir. Et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire. Voilà, donc ça c'était le recadrage de Emmanuel Macron. La démission du général de Villiers donc présentée ce matin, on s'y attendait quelque peu. Cela dit, la question elle est toute simple, s'agit-il du premier faux pas d'Emmanuel Macron dans une affaire quand même qui risque d'avoir des conséquences? Je dois dire une chose. Premièrement, le corps militaire s'appelle la Grande Muette. Ça veut dire que un général doit avoir un minimum de droits de réserve, notamment sur son langage. Ça, c'est une première chose. Si je peux finir, merci de me laisser finir. Madame, s'il vous plaît, monsieur voilà, merci de me laisser finir. D'autre part, je ne suis pas un défendeur de Macron, mais le président est le chef des armées. Oui, ça, il l'a rappelé. Je pense qu'il y a c'est dans la Constitution et c'est comme ça. La deuxième chose, concernant la coupe budgétaire, je pense qu'à un moment donné, faut arrêter d'aller faire la guerre chez les autres, faut arrêter d'aller se mettre chez les autres, il faut essayer de s'occuper de son propre pays, de l'intérieur du pays, parce que je ne vois pas grand intérêt et que pour moi, il faut faire attention, le pouvoir militaire
où le corps militaire doit, à un moment donné, savoir rester à sa place et se soumettre à son chef. Ça se tient, ça se tient juste à un exemple près. La Constitution, elle dit quoi? C'est n'importe quoi. Jean-Marc. Pourquoi on appelle la grande muette? Pourquoi dans les institutions, elle est appelée la grande muette? Alors déjà, on va remettre les choses dans leur contexte. Il n'y a rien dans leur contexte. On a un chef d'état-major qui se présente dans une commission de défense au sein de l'Assemblée nationale. Donc il n'a pas été voir la presse ni quoi que ce soit. Ce sont des députés qui ont été voir des journalistes et qui ont fait fuiter l'information. Il a communiqué sur Facebook, madame. Il a communiqué personnellement, ce monsieur. Au démarrage, c'est une fuite qu'il y a eu au niveau des journalistes. Maintenant, si lui, il estime effectivement qu'il s'est fait baiser, je reprends son terme, excusez-moi, messieurs les auditeurs, je suis un petit peu gênée du coup. C'est qu'il y a eu des discussions qui ont été dites entre Monsieur Macron et ce chef d'état-major, qu'il y a eu des promesses de fait durant les élections, durant la campagne, et qu'il revient sur ses promesses. Maintenant, ce qu'il faut savoir, mais c'est quoi les promesses? J'aimerais connaître les promesses. Les promesses, c'est d'amener le budget des armées, comme on dit, à 2% du PIB. Oui, la première, 2025. Voilà, la première décision qui est prise, c'est de venir couper 850 millions d'euros. Non, mais est-ce que tu sais de quoi consistent ces 850 millions? 850 millions, c'est sur les équipements, je le sais très bien. Alors je vois pas où est le rapport entre une promesse électorale et une réduction de budget sur un secteur bien déterminé. C'est sur un secteur, alors il y a une coupe sur un secteur bien déterminé que sont les... Ça allait dépenser l'argent ailleurs. Je veux venir de parler que sont les équipements quand on a ce ministère qui depuis des années a déjà eu plusieurs coupes successives et que sur déjà 2016 il y a une enveloppe de 650 millions d'euros. Bon, t'as raison, continuons de faire la guerre chez les autres. Alors je peux finir, c'est pas ce que je dis. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. La coupe s'agit de ça, je suis désolé. Alors, laisse-moi finir s'il te plaît. Il y a eu 650 millions d'euros qui ont été bloqués en 2016 avec un déblocage prévu en 2017. Aujourd'hui, ça porte en réalité à horizon 2018 une coupe de plus de 1,5 milliard d'euros. L'État n'assumera pas les surcoûts des opérations extérieures. Il s'agit de ça. Le surcoût des opérations extérieures. Il s'agit pas d'autre chose. Il s'agit pas de ça. Il s'agit qu'effectivement, il y a un livre blanc qui est mis en place qui dit que normalement, il y a 3 missions qui doivent être faites à l'international et que aujourd'hui. Mais il y en a marre d'aller au Mali, il y en a marre d'aller en Libye, il y en a marre d'aller dépenser de l'argent. Il s'agit de ça. Oui, mais est-ce que Hollande, personne n'a dépensé autant d'argent à l'extérieur dans l'armée qu'Hollande. Alors, est-ce que le chef d'état-major, lui, est responsable des affectations militaires à l'étranger? Non, puisque c'est le président de la République. Alors, il se soumet à la Constitution. Non, il n'a absolument pas à se soumettre. Comment ça, il n'a pas à se soumettre? Il a à jouer. Non, il a rien à dire. C'est un exécutant. Je suis désolé. C'est un exécutant. Il a un pouvoir hiérarchique. Jean-Marc, alors il a joué son rôle en tant que chef d'état-major. Il n'a pas de rôle à jouer. Mais je peux finir s'il te plaît? Il a à jouer son rôle de chef d'état-major et à informer le pouvoir exécutif. On n'est pas en Afrique avec des coups d'état militaires. Informer le pouvoir exécutif. C'est comme ça qu'arrivent les coups d'état militaires quand on donne trop de pouvoir militaire. Tu peux la laisser finir, Jean-Marc. Aujourd'hui, il s'est présenté à l'Assemblée nationale pour donner un signal d'alerte rouge. Point barre. À partir de là, il a été, mais je veux dire, le recadrage, c'est juste pas possible. Alors, il demande effectivement à son chef d'état-major d'avoir une réserve, quand lui se permet, à la veille du 14 juillet, donc qui est quand même une date hyper symbolique, de le recadrer. Publiquement. Je suis désolé, ce n'est pas le rôle de militaire de se comporter comme ça, madame. C'est encore moins le rôle d'un président de la République. Non, justement, c'est le président, c'est le chef du pays, c'est le chef de l'armée. Je reviens pas sur le statut de la Constitution. C'est lui, il n'y a personne d'autre. Maintenant, il y a une diplomatie aussi à avoir. Il y a un respect. Il n'y a pas de diplomatie. Un militaire, c'est un fonctionnaire qui reste à sa place. Il y a un respect aussi à avoir pour une expérience que lui n'a pas quand il lance des. Alors, il aurait pu. Ils auraient pu se voir en huis clos. C'est la manière. Non, mais qui c'est qui a commencé déjà à aller en parler à l'Assemblée et partout? Alors pourquoi ne pas demander justement une entrevue avec le président? C'est son droit. Ah, c'est son droit de faire n'importe quoi et c'est pas le droit du président de le recadrer. C'est son droit en tant que chef d'état-major. S'il est recadré, c'est qu'il est sorti du cadre. De faire appel au pouvoir exécutif. Donc, il a été pris par la patrouille. Non, il a été voir le pouvoir exécutif qui est pris par la patrouille. À un moment donné, il faut savoir. Taisez-vous, Jean-Marc.
Voilà. Hichem. Oui. Est-ce qu'on peut t'entendre aussi? Écoute, moi, point de vue de cette situation et de différents avis qu'on entend là, dans la logique, c'est un militaire, il écoute les ordres, même si ça vient de la part d'un civil, c'est quand même le président. Ouais. Maintenant, il avait des choses à dire, je pense qu'il les a fait passer, ces idées-là. Est-ce que ça va soulever de nouveaux débats? Est-ce que, comme Monsieur Zébilius le dit si bien, est-ce que on devrait arrêter les opérations extérieures? Est-ce que justement les réduire aussi? Oui, les réduire. Après, qu'est-ce qui empêche le président de rapatrier les soldats? Pour moi, il y a des choses qui nous dépassent clairement, parce que là, c'est même pas la qu'est-ce partie. qui empêche? Bah oui, parce que le pétrole, les matières premières, il y a ça, etc. C'est l'intérêt justement économique quelque part. Aujourd'hui, l'État français il a les moyens de rouler avec une Twingo et il veut rouler en Mercedes. Voilà, c'est la réalité. L'État français, le gouvernement français, on est présent sur plusieurs champs de bataille, alors qu'on n'en a pas on n'a pas les moyens. On demande à des militaires, avec un budget encore moins conséquent que ce qu'ils avaient, de renforcer des actions. Non, c'est pas possible. Il y a plusieurs secteurs pour les budgets. Le budget est affecté par secteur. Il est sectorisé. Non, mais ça, j'ai bien compris. Les 850 millions concernent un secteur bien précis. Qui sont les équipements. Voilà, j'ai bien précis pour l'extérieur. Est-ce qu'on peut peut-être penser qu'il risque d'y avoir une grogne, parce qu'on sait que le général de Villiers a quand même pas mal d'hommes qui lui vouent une sympathie assez particulière. Il est respecté au sein de l'armée, ce général de Villiers. Est-ce qu'il risque d'y avoir une grogne au sein de l'armée? Non, il peut pas y avoir de grogne, parce qu'à un moment-là, on part dans quelque chose qui va remettre en question l'ordre de l'État, qui va remettre en question la stabilité de l'État. Je pense qu'à un moment donné, il faut que chacun reste à sa place. On n'a jamais entendu des militaires comme ça parler, hormis le général de Gaulle. Hormis le général de Gaulle, si, le général de Gaulle avait dit qu'il était un chef d'armée, et Monsieur Macron dans ses programmes, disait justement qu'il va reprendre les choses au niveau de l'armée, qu'il va recadrer les choses. Ça fait partie de son programme. Maintenant, la crainte qu'il y a à avoir, c'est qu'il y ait d'autres chefs d'état-major qui démissionnent. Et là, si effectivement il y a d'autres chefs d'état-major qui démissionnent, c'est clairement un grand problème pour Non, je suis désolé. Des généraux, il y en a plein. Des généraux, il y a plusieurs. Il y a des généraux de corps d'armée, général d'infanterie, etc., etc. Maintenant, est-ce qu'on peut quand même faire cadrer? Il y en a plein. Ça posera aucun problème. Jean-Marc, est-ce qu'on peut quand même maintenant faire confiance à ce corps d'armée qui est patriote, qui est engagé, qui donne sa vie, qui a une expérience, et leur laisser le droit de dire que oui, il y a un code d'alerte rouge à lancer, parce qu'au niveau des équipements, il y a des restrictions drastiques, et qu'ils ne travaillent pas dans des bonnes conditions, tout simplement. Eux, c'est ce qu'ils dénoncent. Aujourd'hui, Monsieur Macron, il a choisi la facilité en allant ponctionner sur un budget des équipements, parce que c'est le seul budget où il pouvait aller ponctionner. Que dans les autres ministères, on parle pas de l'enseignement. On parle pas de l'enseignement. On parle du militaire. Et alors, c'est quoi? C'est pour l'extérieur, les 850. Les militaires, c'est quoi? Qu'est-ce que ça va changer? Mettons plus de moyens aux policiers, mettons plus de moyens aux enseignants, mettons plus de moyens dans le social. Est-ce qu'on peut répondre clairement à cette question? S'agit-il du premier faux pas du président Macron? Moi, je pense pas que c'est un faux pas. Je pense tout simplement que c'est dans la lignée de ce qu'il avait dit, et c'est ceux qui ont voté pour lui sauront le reconnaître. Donc, qu'ils assument, il l'avait prévu, il avait prévenu. Hicham, est-ce qu'il s'agit d'un premier faux pas du président Macron? Moi, en toute honnêteté, je le vois pas comme un faux pas. Je vois plutôt vraiment une manière de s'affirmer et de dire que voilà, même face à des gens d'expérience, des généraux, quelle que soit leur position, tu vois, c'est dire moi, c'est moi le boss. Anan. Non, je pense que non, Monsieur Macron, il est tout à fait intelligent. Il maîtrise pleinement sa communication, donc il savait exactement ce que ça allait provoquer. Donc il avait qu'un seul choix en réalité, ce général, c'est soit de dire oui, soit de se coucher. Il s'est pas couché, quoi. Qu'on nous fasse installer nos invités, qui arrive dans un instant, le chauffeur VTC, information France Maghreb 2, révélé par France Maghreb 2, votre radio, violenté par la police du côté de Boulogne. Et on a d'ailleurs fait paraître un article relatant un petit peu toute cette histoire sur notre Facebook France Maghreb 2, parler de cette histoire donc de ce chauffeur âgé de 59 ans, chauffeur VTC, qui a été violenté par la police. Est-ce qu'ils peuvent s'installer? Voilà. On les salue évidemment, on leur souhaite la bienvenue. Bonjour tout le monde.
Voilà, donc installez-vous tranquillement. On va se serrer. Voilà, il fait chaud, mais c'est pas grave. On va se serrer un petit peu plus pour essayer d'écouter ce témoignage très important qu'on demande à tous les auditeurs et auditrices d'écouter avec beaucoup d'attention parce que finalement on se dit toujours ça peut arriver à mon voisin, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut aussi arriver à tout le monde. Ce type de choses qui se sont produites donc pour ce monsieur. Parce qu'il s'agit d'un monsieur âgé de 59 ans quand même, il n'a pas un petit âge et donc c'est une expérience douloureuse qu'il a vécue et que France Maghreb 2 donc vous révèle avec Hossein Ras aussi qui est avec nous et qui a suivi cette affaire de près puisqu'il est à l'origine aussi de cet article que l'on vous a publié sur la page Facebook. Ça va Hossein ? Hossein, il n'est pas là pour l'instant, mais nous avons le plaisir d'accueillir Maître Amira Kerkar, avocat à la cour, et Monsieur El Ameri Solem, qui a été la victime de cette bavure policière, tout simplement. Déjà, il y a une main courante déjà pour la prononciation. C'est ça, ouais. Bonjour maître. Faute avouée à moitié pardonnée. Bonjour maître. Bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2. Merci de m'accueillir. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2. Merci de nous accueillir. Alors, parlez bien près du micro, ça serait quand même beaucoup plus pratique. Voilà. Bonjour monsieur, bienvenue. Alors, racontez-nous. Aux auditeurs de France Maghreb 2, d'abord présentez-vous, vous êtes un chauffeur VTC ? Oui, je suis un chauffeur de VTC, oui. Vous avez 59 ans ? 59 ans, père, j'ai 4 enfants et 5 petits-enfants. Jamais d'ennui avec la police auparavant ? Non. Oui. Racontez-nous ce qui s'est passé. Ça s'est passé, je crois, tôt le matin. À 7h15, exactement. Vous commenciez votre journée ? Je viens de reprendre mon service. J'ai pris ma première course et c'était ma deuxième course où je devais aller la chercher. Donc tout a commencé lorsque vous alliez prendre en charge une cliente et vous étiez en train de charger les valises de cette cliente dans le coffre. Une valise, oui, tout à fait. Que s'est-il passé à ce moment-là ? À ce moment-là, je sens quelqu'un qui me retient à l'intérieur. Il me dit ne bougez pas. Et j'ai pensé que c'était des voyous, j'ai pas d'argent. Et là, il me dit ta gueule. Bon, il me dit 2 mots. Et après, il me montre mes notes. Bon, je peux pas exactement, je suis désolé. Et il me met par terre. Il me met les menottes sur le dos. Il me met les menottes derrière le dos. Et il met un pied dessus. Et il y a un autre qui me met le pied sur le visage. Et on me donnait 2 coups de pied. Et je dis attends. Et là, quand ils m'ont fait tomber par terre, j'ai vu leur brassard. J'ai compris que c'était de la police. Et j'ai dit, vous faites erreur. Et il continue encore de me taper. Et à un certain moment, j'ai dit, c'est entre jeux, j'ai dit, ne me forcez pas parce que je suis opéré de l'épaule. C'est le début, ça, parce que, excusez-moi, j'ai pas l'habitude de. Je vous en prie. Je suis encore sur les. Oui, choqué. Voilà, je suis choqué. Je suis choqué. Et la violence, surtout la violence, il n'arrêtait pas de me donner des coups de pied. Et moi, je criais, je dis, ne me tapez pas sur la tête, vous faites erreur. Il me répond, ferme ta gueule. Voilà, et ça continue jusqu'à un certain moment, j'ai perdu connaissance. Et il me dit, comment tu t'appelles? À un certain moment, j'en te dis, c'est quoi ton prénom? Je dis, la Maïri Salem. Il me dit, tu mens. Et il continue encore. Après, j'ai perdu connaissance. Je me suis trouvé, c'est au bord d'un petit jardin, là, au bord de là où ils m'ont envoyé une maison, l'entrée d'une maison. Et un certain moment, j'avais plus de menottes, parce que je sais pas comment ils ont enlevé les menottes, tout ça. Et il me dit, désolé, on s'est trompé. Vous ressemblez à quelqu'un. En plus, vous avez la même coupe de cheveux. Comme ça, gratuitement. Ouais. Alors, Ouais. Non, je sais pas, gratuitement, vous vous êtes fait donc agresser purement et simplement par la police, qui ne vous a jamais notifié ce pourquoi ils souhaitaient vous arrêter. Ils ont tout de suite tapé avant même de discuter. Ils m'ont même pas dit, ils ont même pas dit que c'est de la police, ils m'ont rien dit. Ouais. Ah non, ils n'ont pas dit leur identité. Et donc, vous étiez blessé forcément? Oui, j'étais très blessé. Est-ce qu'ils vous ont porté assistance? Pas du tout. Quand j'ai demandé, à certains moments, ils sont partagés en 3 groupes. Je voyais flou parce que j'avais la tête qui tourne et à un certain moment il y en a un autre qui vient et là c'était un baraquet et un tatouage. Il me dit désolé, je dis j'ai mal, je dois aller à l'hôpital. Et là j'ai fermé les yeux pour me reposer la tête, j'ouvre les yeux, il n'y a plus personne. Je me suis retrouvé tout seul et j'ai trouvé qu'ils ont changé ma voiture, ils l'ont avancé un petit peu parce qu'elle était au milieu de la route. Et comme j'ai de l'eau dans la voiture, je me suis déplacé doucement. C'était le matin, il n'y avait personne. Il y avait une dame qui passait, elle m'a dit vous étiez gentil, vous dites rien, vous dites juste pourquoi vous me tapez. Et après elle est partie elle aussi. Mais la cliente que vous aviez là. Je ne sais pas. Elle a disparu.
Elle a disparu. Mais j'ai Vous avez la notif, le bon de commande. Je le montrais à Hubert et ils l'ont envoyé, il paraît qu'à l'étranger parce que je devais l'amener à l'aéroport. D'accord. Est-ce que vous avez pu peut-être, je sais pas si c'est possible dans le feu d'action, peut-être avoir la plaque des policiers en question? Non, je ne m'en pas laissé le temps. J'ai tellement reçu de coups que je m'attendais pas. J'étais platé par terre. C'était à Paris ou exactement? À Boulogne. À Boulogne-Billancourt, oui. À Boulogne-Billancourt. Ouais. Dans quelle avenue? La rue. Je peux pas le laisser cette rue. 29 rue. De Bellevue, voilà. Alors s'il y a des témoins, des gens qui étaient là. Oui, absolument. S'il y a des témoins qui étaient peut-être présents à ce moment-là, 7h15. Ça s'est passé quelle date exactement? Le lundi 11 juillet. Lundi 11 juillet. Bonjour Rossine. Bonjour tout le monde. Alors, désolé. C'est vrai que ça paraît absolument hallucinant. Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Vous êtes donc rendu à l'hôpital? Ben, j'ai demandé où je vais aller. Je me suis demandé. Après, je pensais que j'avais pas mon téléphone parce que mon téléphone était sur l'aéroport au pare-brise parce que je travaille avec. Je pensais qu'ils m'ont pris parce qu'ils m'ont cassé mon dentier. De mes dentiers, je me suis rendu compte le soir quand je voulais manger que j'ai pas de dentier. J'ai plus de lunettes. Je me suis rendu compte que je vois flou. J'ai pas compris. Ma montre. Elle fonctionne plus. J'ai paniqué. À un certain moment, il y avait quelqu'un. J'ai marché un peu. J'ai garé la voiture. J'ai dit, je vais aller à l'hôpital. Il m'a dit, il y a l'hôpital là pour les 3 ou je sais pas comment il m'appelait ça. Et de fil à aiguille, je l'ai trouvé. Je suis rentré aux urgences. Qu'est-ce qu'ils vous ont diagnostiqué? Ils m'ont mis des radios. Alors, il a été. Bonjour. Bonjour, maître. Maître Carcar. Oui, maître Carcar, hein, monsieur Zébellus, retenez bien son nom. Ouais, merci, monsieur Zébellus. Maître, allez-y. Merci. Alors, pour revenir un petit peu sur ce qu'a dit mon client, alors effectivement, on est encore en présence, malheureusement, de violences policières. Ce ne sont pas les premières et ce seront certainement pas les dernières. Après, ce qui est particulièrement choquant dans cette affaire, l'erreur est humaine, on peut se tromper de personne. Je pense que les policiers sont quand même stressés. Je pense que pour la plupart, ils font un travail remarquable. Le problème étant que ici, il y a plusieurs choses qui m'ont interpellée, outre les blessures de messieurs, et je reviendrai plus tard là-dessus. La première chose, c'est que, donc comme il a expliqué, il était en train de charger les bagages de sa cliente dans son véhicule. Ce qu'il a oublié de dire, c'est avant toute chose, des policiers, enfin des personnes se présentent derrière lui, on lui pointe une arme derrière la tête. On lui pointe une arme derrière la tête et on lui dit ne bouge pas. Au niveau de la tempe. Voilà. Au niveau de la tempe, c'est important. Et comme toute personne normale, lambda, il a pensé au départ qu'il avait affaire à des voleurs. Oui, ce qu'il nous expliquait tout à l'heure en disant j'ai pas d'argent. Exactement, je n'ai pas d'argent. Par la suite, donc les policiers ne se présentent pas. Ils déclarent pas leur identité, ils ne disent pas voilà, nous sommes policiers, non. On l'agresse directement. On le violente directement. Je précise que mon client, il est quand même de dos. Il ne manifeste aucune résistance. Ouais. Il est menotté. Ouais. Voilà, il est menotté. Et puis en fait, on lui fait ce qu'il m'expliquait, ce qui ressort du procès verbal. On lui fait une balayette, il tombe au sol. On lui assène plusieurs coups d'une violence inouïe et totalement inacceptable, au point que mon client perdra connaissance, comme il l'a dit. À ce moment-là, toujours pas de présentation des policiers. Mon client, c'est à ce moment-là qu'il voit qu'il y a un brassard de couleur orange et donc il se rend compte que c'est effectivement la police. Il indique c'est une erreur, on l'insulte, on continue à l'insulter, à le frapper. Il indique qu'il a une blessure à l'épaule, mais on n'en tient pas rigueur et on continue à le tabasser jusqu'à qu'il perde connaissance. Donc moi je sais pas, dans mon monde en tout cas, quand on veut procéder à une interpellation, on se présente tout d'abord pour ensuite, par la suite, procéder à la vérification d'identité. Combien même maître que ce soit la personne qui correspond à la fiche de signalement, on ne doit pas faire usage de violence telle. Combien même. C'est pas le rôle de la police. Qu'on a mis hors d'usage de nuire, on a menotté quelqu'un qui soit le plus grand des bandits. Ça ne justifie pas qu'on lui tape dessus, alors que ce monsieur était un honnête citoyen, vous imaginez? Totalement. Et puis là, ce qui est complètement ahurissant, c'est qu'on a des policiers qui se comportent comme de véritables délinquants. Alors, maître, quel a été le diagnostic de l'hôpital? Des blessures? Une plainte a été déposée à l'IGPN. Ouais. Il a été reçu hier aux urgences médico-judiciaires. Oui. Il y a eu une ITT de 5 jours qui a été délivré. Ouais. Monsieur est en arrêt de travail depuis la semaine dernière.
il est complètement. Je précise également que ce sont l'ITT a été prononcé pour les blessures physiques, mais il y a également les séquences psychologiques et le préjudice moral qu'il subit et qui n'a pas encore été pris en compte, effectivement. Exactement. Et oui. Et je précise également qu'il a été vu une semaine après les faits. Donc 5 jours d'ITT plus les une 5 semaine. jours d'ITT. Mais là, en ce moment, monsieur était à son compte, que je puisse savoir. Il est à son compte, monsieur. Non, il travaille pour une société. Il travaille pour une société, c'est-à-dire qu'il est salarié d'une société. Oui. C'est ça. Mais ma question était, lorsque donc c'est arrivé, monsieur a été directement à l'hôpital. Oui. Voilà. Oui. L'hôpital vous ont passé des radios. Oui. Quel a été le diagnostic? On vous a dit vous avez quoi exactement? Il a plusieurs blessures au niveau du coude, du visage. Il a une nerve du genou. Il y a des radios qui ont été faites. Il a également des blessures. Au niveau, il a du mal à respirer. Il a 59 ans. Ouais. 59 ans. Vous comprenez, à 59 ans, quand on est tabassé, c'est pas comme quand on a 20 ans. Ou combien même à 20 ans, on ne doit pas se faire tabasser. Donc moi ce qui me choque, c'est que je vois un monsieur qui visible devant moi est choqué, un monsieur qui est dans ses pensées, qui n'est pas présent avec nous, du fait du choc psychologique, du traumatisme qu'il a subi. Et ce que je dois dire, c'est que on ne doit pas rester sans réagir, parce que la police doit être recadrée. Elle est là pour nous protéger et non nous attaquer. Maître, donc une plainte a été déposée auprès de la police des polices. C'est ça. Qu'attendez-vous de cette plainte déposée? Puis écoutez, comment va-t-on faire pour retrouver donc, justement ces fameux individus? Ça c'est le rôle des enquêteurs. J'espère. Oui, il y a des caméras. J'espère qu'on va surtout retrouver la cliente. Ouais. Voilà. Qu'on va procéder également à une enquête de voisinage pour avoir un maximum de témoignages. Exactement. Et puis là, la procédure suit son cours. Monsieur, est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez protégé par la police française? Non, pas du tout. Maintenant, quand j'entends une sirène, et pourtant, je vous dis la vérité, j'étais commerçant et je vois la police presque. J'ai travaillé dans des quartiers, mais là, dès que j'entends une sirène, je dors pas. Je dors avec des cachets maintenant. Mais j'ai envie de vous poser une question. Vous sentez-vous en mesure de reprendre ce métier à long terme ou à moyen terme? Non, je crois pas. Ah oui. Je sais pas. Je crois que je vais arrêter d'arrêter le métier. Non, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a pris à mon âge, parce qu'il m'a pris pour être combattre chauffeur. Ouais. Parce que c'est pas facile de trouver un travail à mon âge. Ouais. Il était gentil avec moi, il m'a pris, il m'a donné une voiture. Et voilà ce qui m'arrive. Ce qui m'arrive, là, je ne sais pas si je peux lui... Maître, que peut-on faire? Les auditeurs qui entendent évidemment cette affaire et qui sont comme nous d'ailleurs hallucinés par ce qui est arrivé à ce monsieur, et comme vous le disiez d'ailleurs, vous le rappelez, c'est pas la seule violence policière, ça sera certainement pas la dernière, ce qui fait d'ailleurs penser qu'aujourd'hui ça fait 1 an que Adama Traoré a été tué, et d'ailleurs on apprend dans la presse qu'il était mort avant que les secours arrivent. C'est une information révélée par le Nouvel Obs, je crois, publiée sur la page Facebook France Maghreb 2 d'ailleurs, pour ce qui est de l'information. Maître, que peut-on faire? Que peuvent faire les auditeurs? Est-ce qu'il y a peut-être une pétition à mettre en place? Est-ce qu'il y a peut-être quelles sont les différentes actions que nous on peut faire à notre niveau? Relayer l'information pour que cette affaire ne passe pas inaperçue, parce que l'impunité c'est ce qu'il y a de pire. Ensuite, s'il y a des témoins qui peuvent se manifester, c'était quand même à Boulogne à 7h15 du matin. Je pense que les personnes à cette heure-ci se préparent pour aller au travail. Ouais. Il y a peut-être des témoins, donc s'il y a une quelconque personne qui a pu... Oui, les caméras de surveillance également. Après, ça c'est alors également... pardon de vous couper, maître, on revient très très vite juste après la pub pour continuer à évoquer et parler de cette affaire que l'on a décidé donc de révéler grâce à un très bel article écrit par d'ailleurs Osinras, que vous pouvez lire sur la page Facebook France Maghreb 2. On est de retour nous très vite avec le grand forum, Jean-Marc Zébellus, Hicham Terak, Osinras donc qui est avec nous, Anan Zawani et nos 2 invités, donc ce monsieur qui a été violenté par la police âgé de 59 ans.
On est de retour sur France Maghreb 2 pour la suite de ce grand forum en direct avec toute l'équipe du grand forum, bien sûr. Ossine, toi tu as été donc alerté par cette information. Exact. Ouais. Quelle était ta première réaction? Je pense que tu t'es renseigné d'abord auprès de Maître Carcar pour savoir y avoir plus d'éléments. Et tu as rencontré ce monsieur. Tu as fait un vrai travail de terrain, j'ai envie de dire, et avant de révéler cette information. Exactement. Oui. Voilà. En fait, je connais les employeurs de Monsieur Salem. Donc ils se sont tournés vers moi directement quand ça s'est passé la journée même. C'est des personnes qui sont très proches de leurs salariés et qui ont pris ça à cœur dès le début. Justement, ils insistent auprès d'Uber pour avoir plus d'informations et c'est très bien. C'est pas donné à tout le monde d'avoir des employeurs comme ça. Je les félicite. Donc ils se sont tournés vers moi et puis on a décidé, en menant mon enquête, j'avais déjà confiance, mais on a essayé de creuser un petit peu. Puis il y a l'avocat Amira Carcar qui est arrivé pour suppléer toute cette affaire et puis là on a pu enchaîner toutes les démarches et puis voilà, nous de notre côté médiatiquement avec France Maghreb c'est la chose qu'on peut faire. J'ai une question, Christophe. Alors, attends Jean-Marc, avant de poser ta question, la question qu'on peut éventuellement se poser, donc il y a quand même dans cette affaire Maître Carcar non-assistance à personne en danger. On a laissé un monsieur que l'on a tabassé de manière gratuite sur la place publique, qui faisait tout simplement son travail, qui allait charger, on le rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, puisque la radio c'est aussi ça, un carrefour d'auditeurs qui viennent et qui s'en vont et qui repartent. Donc ce monsieur qui est avec nous ici présent, Salem, qui est âgé de 59 ans, qui était en train de travailler à 7h15 du matin, c'était un dimanche, c'est ça? Donc qui était en train de lundi, pardon, en train de charger mardi. D'accord. Était en train de charger donc une cliente, est en train tout simplement de mettre les bagages de sa cliente qu'il allait donc emmener visiblement vers l'aéroport lorsqu'il a été pointé par une arme, faut le dire, et ensuite tabassé, menotté. Et se réveillant après avoir perdu connaissance avec plus de menottes et un policier qui lui dit désolé, on s'est trompé d'individu. Et ils sont partis. Ce monsieur donc étant blessé nous a dit que voilà, ils lui ont cassé le dentier, ils lui ont cassé les lunettes, sa montre, violenté à différents endroits du corps. Il a été à l'hôpital, 5 jours d'ITT. Non-assistance à personne en danger, c'est là où il faut appuyer la maître. Exactement. Donc ce qui dépasse totalement l'entendement pour la police républicaine, donc ce sont quand même des hommes chargés de nous protéger, rappelons-le, qui sont chargés de nous protéger et d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Eh bien, on le laisse ensanglanter sur la voie publique. J'ai une question, maître. Oui. C'est justement là, on parle justement du fait de ne pas avoir porté secours. En ayant créé de toute façon le problème. Mais est-ce qu'on peut juger aussi de l'intention de nuire ? Parce que là, mine de rien, il s'est quand même fait braquer à bout portant. Donc le canon sur la tempe, si j'ai bien compris. Et il s'est fait tabasser tranquillement justement derrière. Est-ce que ça, c'est aussi punissable pour des dépositaires de l'ordre public, je crois, c'est le terme. Donc bien sûr. Donc tout ce qui est violence en matière pénale, il y a 3 éléments déterminants. L'élément légal, donc c'est le texte de loi. L'élément intentionnel, donc on en vient, c'est l'intention. Il faut démontrer cet élément. Et l'élément moral. Donc en l'occurrence là, effectivement, il y a une intention de nuire et de violenter véritablement monsieur. Et on le disait tout à l'heure, effectivement, peu importe que ce soit la bonne ou mauvaise personne, les violences ne doivent pas être commises. C'est pas comme ça qu'on procède à une interpellation. Je sais pas qui cherchait, mais en tout cas, j'ai envie de vous demander une chose. L'article du code pénal, je ne me souviens plus, c'est 81 ou 83. Que dit exactement pour la non-assistance en danger? Non, c'est pas l'article 83, c'est l'article 223-6 J'étais prêt, du code pénal. Genre, il a voulu faire le mec de droite. 72 articles près qui étaient. Maître Zébélis. Eh bien, tout simplement, l'entrave ou l'omission de porter secours à une personne en danger est punie d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. D'accord. Les violences policières, enfin les violences par des personnes dépositaires de l'autorité publique, sont elles condamnées de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque l'ITT est supérieur ou égal à 8 jours. D'accord. Alors, et autre chose, une dernière question, quel est le rôle de l'employeur dans cette bavure policière? Quel est le rôle de l'employeur? Quel rôle qu'il doit tenir?
En réalité, le rôle de l'employeur, si ce n'est l'assistance, l'écoute, je pense que ici essentiellement c'est le rôle des enquêteurs qui est important. C'est les enquêteurs qui mènent l'enquête, c'est eux qui nous permettront de déterminer qui sont les auteurs de ce délit et qui permettra que justice soit faite. J'aimerais juste... Il n'y a aucun rôle pour pouvoir se saisir en justice par rapport au préjudice subi à son employé, etc. Il a aucun rôle, l'employeur. Là, pour le moment, à ce stade de l'enquête, non. Moi, je crois le plus gros employeur, c'est Uber. C'est eux, parce que c'est eux qui m'ont envoyé chez ses clients. Alors c'est à eux de faire l'enquête et normalement, et ils ont pas celui qui c'est le grand patron, c'est Uber. Et c'est eux normalement, parce que mon patron, ce que vous dites, il a été le voir, il a dit comment on fait avec la dame, il a dit c'est une affaire interne. Et je comprends pas comment c'est une affaire interne. Je me suis fait massacrer. Et on connaît le nom de la dame, son adresse, son numéro de téléphone, il ne dit pas qui. Voilà. Avec l'enquête, là c'est sur réquisition des policiers. Exactement. Donc le témoignage de la cliente sera primordial. Bien sûr, c'est ce qui sera déterminant. C'est ce qui sera déterminant, effectivement. Ce sera sur réquisition des policiers qui permettront de pouvoir identifier cette personne et de procéder à son audition. Ça soulève un autre débat, c'est les caméras sur la voie publique. Non, sur les gardiens de la paix, comme aux États-Unis. C'était bien la police nationale. En civil. Oui, selon. Donc c'est la police nationale, c'est pas la police municipale. Tu vois, non, c'est la police nationale. D'accord. Je quand même tiens à apporter une petite nuance. Aujourd'hui, on est en train d'évoquer une affaire d'un monsieur qui s'appelle Salem, donc qui a vécu. C'est un drame parce que quand on est violenté par des gens qui sont censés nous protéger, c'est plus qu'un drame. Mais on ne fait pas le procès de toute la police. On fait le procès de quelques individus au sein de la police qui font mal leur travail, qui sont là pour dénaturer et donner une mauvaise image de cette police qui a déjà été bien atteinte par différentes bavures. Parce que on dit discrédité en fait. Discrédité, oui, bien sûr. Est-ce qu'il s'agit là, pour le coup, d'une bavure policière, maître ? Complètement. On est quand même dans le contexte même d'une bavure policière. Je veux dire que quand on procède à une interpellation, on ne violente pas. C'est clairement ce qui s'est passé. Donc il y a bavure policière d'une part parce qu'il y a violence, il y a bavure policière d'autre part parce qu'on ne se présentera jamais comme étant des policiers, il y a bavure policière parce qu'on procède à la vérification de l'identité de mon client après l'avoir tabassé, et il y a bavure policière parce qu'il y a non-assistance à personne en danger. Donc on s'enfuit comme des voleurs, comme des voyous. Maître, est-ce que vous me permettez un peu d'humour, Salem ? Je crois que vous avez un petit peu besoin. Est-ce que vous allez changer de coupe de cheveux ? Non, je crois que je vais la changer. Ouais, c'est peut-être bien, ouais. Moi, je voulais apporter quelques précisions. Oui, voilà. aussi. Donc, étant assez proche de l'affaire, en ayant rencontré ce monsieur, franchement, Macharnard, je le trouve très fort, que ce soit physiquement ou mentalement, mais malheureusement on sent réellement des traumatismes quand on creuse plus loin, et je pense que c'est ça l'essentiel du problème, c'est de savoir dans quel état il se retrouve aujourd'hui. Même si les hématomes ils disparaissent peu à peu, les répercussions et les traumatismes qu'il a subis ils sont très forts, et on n'a pas encore eu de personnes compétentes qui pouvaient étudier ça. Et même hier à l'Institut médico-légal ils n'ont pas fait cette recherche à l'UMJ, voilà, il n'y en a pas encore eu. Donc je pense que ça va être mis en place. Tout à fait. Parce que voilà, ça le ressent dans ses phrases. Quand tu vois quelqu'un d'assez fort physiquement et que tu l'entends parler par rapport à ça, tu ressens vraiment qu'il y a une peur de la police aujourd'hui qu'il n'avait pas forcément auparavant. On n'en a pas parlé, mais monsieur maintenant il prend des cachets pour dormir alors qu'il n'en a jamais pris de sa vie. Tranquillisant. Voilà, il est tranquillisant. Antidépresseur. Je vous connais pas, monsieur Salem, mais moi je pense en vous voyant que voilà, vous avez pas eu que des coups faciles dans la vie, que voilà, pour arriver jusqu'en France, que déjà pour avoir toute une vie, vous êtes quand même grand-père, votre parcours, vous avez déjà subi des choses assez fortes. Mais je pense vraiment que ce qui vous est arrivé la semaine dernière, c'est quelque chose qui vous a le plus percuté peut-être. Attendre jusqu'à 59 ans pour subir quelque chose comme ça par quelqu'un qui a toujours respecté la police, qui donne de son temps à son âge encore pour travailler, pour nourrir ses enfants et ses petits-enfants, et pas pour les faire grandir dans un manque de besoins qui les pousserait justement à être voyous. Là, cet endroit-là, c'est pas à ce moment-là qu'on attendait la police. Et c'est sur ce point-là que c'est essentiel, c'est que les violences policières, un an après la mort d'Adama, elles continuent, elles se perpétuent, elles ne s'arrêtent pas, elles n'ont pas de limite. Ce n'est plus des jeunes de quartier, c'est des personnes qui travaillent d'un certain âge dans toute une ville, ont le respect. Pourtant la police arrive à cracher sur ces personnes et en les laissant par terre en partant sans les aider. Ce monsieur-là, ils ont vu qu'il était assez âgé, assis sur le muret. Ils se rappellent même plus quand il s'est levé de par terre pour être sur le muret. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce moment-là? Comment ils ont enlevé les menottes? Comment ils l'ont entraîné jusqu'au muret? Est-ce qu'ils l'ont entraîné? Parce que là maintenant qu'on sait qu'ils ont plus de limites, on peut tout imaginer.
Et c'est là où c'est choquant. Au-delà de toute l'affaire judiciaire qui concernera que l'IGPN et la justice et Maître Carcar qui s'en occupera, nous, en tant que citoyens, en tant qu'auditeurs, c'est ce point percutant qu'il faut mettre en avant. C'est le grand-père de certains petits-enfants, c'est le père de certains enfants. Et ben moi, aujourd'hui, c'est comme mon père et c'est comme mon grand-père. Et il faut que tous les auditeurs, comme j'ai dit hier, faut que ça devienne un automatisme, que le problème de l'autre devienne son problème à soi, pour que ça se répercute pas. Voilà. Merci Ossine, c'était très intéressant en tout cas ce témoignage, ce complément d'information. Maître Carcar, comment ça va se passer concrètement maintenant dans les délais de l'affaire donc devant l'IGPN? Il faut attendre combien de temps? L'enquête va être déployée? Écoutez, la plainte à l'IGPN a été déposée lundi, il a été reçu par les JMJ mardi. En votre présence? Non, pas en ma présence. Il est parti seul. L'enquête suit son cours. Là, on attend que les vidéosurveillances soient analysées. On attend que tout le processus se mette en place, notamment, comme je le disais, le témoignage de cette fameuse cliente. Et puis après, concernant les délais, là, c'est au procureur de déterminer. Est-ce qu'il va y avoir un classement? J'espère pas. Et puis de toute façon, s'il y a un classement, il y a possibilité de faire appel. Oui, on pourra aussi saisir le juge d'instruction avec une plainte avec constitution de partie civile, ce qui permettra également de faire des demandes d'actes, donc des compléments d'enquête, des confrontations, des auditions de témoins si on arrive à en trouver d'autres. À qui s'adressent ces témoins? S'il y a des gens qui ont vu ces violences, à qui doivent-ils s'adresser justement? Eh bien, qui prennent attache avec mon cabinet directement. Donnez-nous les coordonnées. Alors, je suis maître Amira Kerkar. Mes coordonnées se trouvent sur internet. Je suis à Paris, tout simplement. Et on peut les trouver facilement. C'est assez. Vous avez un site? Oui, j'ai un site internet. avocat-kerkar-paris.com. Et voilà, ils peuvent prendre attache directement les avec infos moi. On partagera tout ça, vous inquiétez pas. En tout cas, merci maître Salem. Courage. Beaucoup de courage, Salem. Merci d'être venu. Je sais que c'est pas facile. Vous êtes dans un état d'extrême. On peut parler de choc. C'est un gros choc que vous avez vécu. Merci à vous, merci. Bon courage et bonne reconstruction et prenez soin de vous et surtout de votre famille. J'ai confiance à la justice. C'est magnifique. Vous voyez un petit peu ce qu'il vient de dire monsieur, c'est très intéressant. Il vient de nous dire j'ai confiance en la justice. C'est formidable, c'est très important. Et bravo monsieur. C'est important d'avoir confiance en notre justice. Merci monsieur et bon courage pour la suite. Merci maître. Merci à vous. Merci à vous. Merci aussi pour avoir suivi cette affaire et avoir fait un travail de fond, un vrai travail de fond et d'enquête pour avoir relayé cette information sur France Maghreb. Merci surtout aux employeurs, à maître Amira Kerkar et à tous les soutiens qu'il a eu depuis le début. Et j'espère que ça va continuer, on va pas vous laisser, vous n'êtes pas tout seul. Et on ne lâche pas l'affaire et surtout on suit le dossier. Vous vous êtes retrouvé seul il y a une semaine face à la police. Aujourd'hui vous allez être beaucoup entouré avec beaucoup de personnes et on vous soutient. Merci Salem, bon courage à vous. Voilà, pour cette affaire, évidemment, on sera amené à vous en reparler, bien sûr. Complément d'informations, d'articles aussi sur la page Facebook France Maghreb 2. Très prochainement, information exclusive France Maghreb 2. On peut le dire, sans aucune mesure d'ailleurs, il s'agit pour le coup d'une nouvelle bavure policière qui correspond d'ailleurs et qui tombe, pour ce qui est de sa révélation de cette information, 1 an, jour pour jour, le premier anniversaire de la mort de Adama Traoré, du côté de Persan-Beaumont, qui avait découlé d'ailleurs sur des violences dans ce secteur. Adama Traoré, on l'apprend dans la presse, qui était mort visiblement avant l'arrivée des secours. C'est le Nouvel Obs qui nous le révèle hier soir. Pour le coup, les bavures policières, comme disait Maître Carcar tout à l'heure, ça commence à faire beaucoup. Et encore une fois, il ne s'agit pas de faire le procès de la police nationale, il s'agit de dénoncer le comportement de certains policiers qui, en l'occurrence, discréditent leur métier, leurs collègues, et met à mal l'image de la police française qui est là pour nous protéger. Rappelons-le. J'ai une question pour Maître Carcar. Comment on peut expliquer justement qu'aujourd'hui il y a plus, enfin je sais pas s'il y a plus, mais qu'on ait des bavures, qu'il y ait autant de bavures? Je pense qu'on est aussi actuellement dans un contexte politique assez délicat avec l'état d'urgence. Donc on a une police extrêmement méfiante, hostile, avec les attentats, avec tout ce qui se passe. C'est peut-être la raison pour laquelle on a un peu une police fébrile, mais en aucun cas
ça ne justifie encore une fois ce genre de bavure et de violence policière. Moi, je pense surtout qu'il y a une organisation en fait qui s'est mise en place à travers les réseaux sociaux, à travers des collectifs qui dénoncent le collectif d'Amel Bentoudsi. Donc en réalité, on est de plus en plus nous poussés citoyens à venir dénoncer et s'organiser. Donc là, on voit le cas effectivement avec Monsieur Salem aujourd'hui, où tout de suite, on a une chaîne et un maillon qui se met en place face à toutes ces injustices. Il y a un ras-le-bol qui devient permanent et voilà, dans un contexte effectivement négatif. Par contre, on arrive à vous apporter à vous comme à d'autres une réponse positive par le soutien, par la diffusion par internet, etc., etc. Donc moi, je vous invite vraiment à pas perdre la foi, Monsieur Salem. Voilà, à prendre contact auprès d'un psychologue, vous faire accompagner et surtout à pas perdre la foi. Ça, ce sont des actes d'individus. On peut pas dire éparpillés parce que je pense qu'ils représentent quand même un certain nombre. Donc il faut pas non plus minorer cet état de fait. Mais voilà, ne vous laissez pas déstabiliser sur le long terme et au contraire, voilà, comptez en tout cas sur notre soutien. Alors Salem, justement, avant de partir, une auditrice qui a tenu absolument à vous apporter son témoignage, elle nous appelle de Clermont-Ferrand. On vous écoutez France Maghreb 2 sur le 94 FM. Elle s'appelle Nassima. Bonsoir Nassima, Salem vous écoute. Oui, bonsoir. J'appelle juste pour lui souhaiter bon courage. C'est vrai que c'est pas facile à 59 ans de vivre une situation pareille. Bon courage à lui, bon courage à sa famille, parce que pour ses enfants, ça doit être difficile aussi. Mon papa a 65 ans, savoir que son papa se fait tabasser par la police, c'est pas évident pour les enfants aussi. Donc monsieur, je vous souhaite bon courage, ne perdez pas la foi, comme disait l'animatrice de la radio. Et puis allez au bout, ne lâchez rien, on n'a pas le droit, personne n'a le droit de vous faire ce qu'il a fait, personne n'est au-dessus des lois, ni la police, ni personne d'ailleurs. Merci Nassima pour ce témoignage. Nassima, merci beaucoup, ça me va droit au cœur, ça m'encourage, merci, je vous remercie tous. Merci Nassima, merci monsieur, merci. Et de toute façon, Salem, je vous le dis, Maghreb France Maghreb 2. France Maghreb 2, c'est pas grave. Maghreb, Salem, je vous le dis les yeux dans les yeux, vous êtes ici chez vous revenez quand vous voulez, Maître Karkar, pareil, pour nous tenir au courant, parce que nous, quand on déclenche une information, quand on révèle une information, on aime bien aller jusqu'au bout du dossier, parce que beaucoup dans les médias français révèlent des informations, en font tout un pataquès et après on n'a pas la suite, et nous on aime avoir la suite et surtout l'aboutissement qui j'espère sera favorable pour vous, ce qui ne réparera en rien évidemment le choc que vous avez vécu, mais au moins vous retrouviez quand même une certaine dignité au travers de la justice qui j'espère saura répondre favorablement pour vous. Merci Salem, merci Maître Karkar, merci Ossine. Voilà, la Cour de Paris, c'est ça? La Cour de Paris, voilà. Alors Barreau de Paris, Jean-Marc, Anan, Hichem, on reprend les places évidemment pour donner, hein, oui. Qu'est-ce qu'il y a Jean-Marc? Merci à vous. On va donc enchaîner maintenant avec l'avis tranché de notre ami Zébélus pour une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors piétinez-moi, allez-y. Je sais qu'il est compliqué, difficile de rebondir, mais c'est ça la radio. Très difficile de repartir. Mais on y va, mon ami, parce que bien la radio, c'est ça. Voilà, c'est le moment instant T. Et pour parler de cette lettre ouverte à Emmanuel Macron, président de la République française. Alors, justement, je vous prie de m'excuser parce que là, on est un petit peu dans l'émotion, on est un petit peu dans ce genre de choses où nul n'est à l'abri, ni vous ni moi, et c'est très difficile de redémarrer, mais avec la confiance et le courage, nous allons pouvoir le refaire. Alors, un Camerounais... Ça sent le mec qui cherche le papier, non? Ancien camarade de Macron lui répond. Le Camerounais Jorel Tebissi Noutsa, ancien élève de l'ENA. Lettre ouverte à Emmanuel Macron. Je cite: mon cher Emmanuel, j'ai appris avec consternation dans les médias les propos désobligeants, empreints de mépris, de sarcasme et de racisme que tu as prononcés à l'égard de mon continent. Dois-je te rappeler que lorsque tu sollicitais le suffrage de ton peuple, tu as qualifié de colonialisme, de crime contre l'humanité lors d'un séjour en Algérie, certainement dans l'objectif de rallier l'électorat français d'origine maghrébine et africaine. Quoique entre les deux tours, sachant pertinemment que tu serais élu, tu as révisé en parlant de crimes contre l'humain.
Il me souvient également que tu te mettais en avant le choix de l'ambassade de France au Nigeria comme lieu de stage lors de tes études à l'ENA. Comme pour faire quoi à cet électorat que tu souhaitais le connaître, bien avant d'aspirer à la magistrature suprême. Cependant, à peine élu, et surtout depuis que tu dînes régulièrement avec le Nabo, qui nous avait insulté à Dakar, tu es devenu un moqueur et véhément à notre égard. Il y a encore quelques semaines, tu te moquais de nos frères comoriens, dont la présidence de la République a qualifié ton égard de langage sur le croissa d'inconsidéré, et à mettre sur le compte de ta jeunesse. Tes excuses sont d'ailleurs toujours attendues. Aujourd'hui, tu expliques à la face du monde, en plein sommet du G7, que ce sous-développement de l'Afrique est civilisationnel, que c'est parce que nous sommes des cultivateurs de champs indiens, des guerriers belliqueux, corrompus, incompétents et inaptes à la démocratie, des trafiquants d'êtres humains et de biens culturels et des fornicateurs invétérés au point d'avoir entre 7 et 9 enfants par femme. Mais tu as oublié de te poser les bonnes questions, comme celle de savoir qui sont les plus grands consommateurs de chanvre indien, fabricants d'armes, trafiquants de tout genre, esclavagistes, corrupteurs et exploiteurs. Mon cher Emmanuel, si le cannabis a d'abord été qualifié de chanvre indien et pas africain, c'est bien parce qu'il a commencé à être cultivé quelque part là-bas en Asie. Étant donné que mes ancêtres n'étaient pas des grands navigateurs, on peut subodorer que ce sont les tiens qui l'ont importé sur notre continent. L'histoire nous raconte même que l'opium, son cousin germain, a été implanté en Chine par ta cousine, la Grande-Bretagne, pour fragiliser ce peuple. Tu as bien dit, guerrier belliqueux, corrompu, incompétent et inapte à la démocratie. Dois-je te rappeler que tes aïeux ont instrumentalisé et armé les guerres les plus sanglantes sur mon continent et favorisé la plupart des coups d'État violents qui financent les groupes terroristes dont AQMI, Boko Haram et le Moujahou. Qui a tué Kadhafi? Qui était l'ultime rempart de notre sécurité et le moteur de notre développement? Qui a ordi l'assassinat des héros de la lutte pour l'indépendance, ou mes consoeurs et des présidents en exercice, Olympio, Bokanda, Tombalbaye, Ngwabi, Sankara, Ntariamira, Abiyarimana, etc., qui souhaitaient simplement s'affranchir de l'hégémonie de l'État français, qui a fait certains chefs d'État du pouvoir, à l'instar des présidents Agbo et Lissouba, qui gênaient les intérêts de l'État français, qui soutient le régime africain les plus incompétents et dictatoriaux depuis les années d'indépendance, qui par des accords de défense léoniens a fait main basse sur nos matières premières, qui nous rendra les mallettes d'argent qui ont circulé dans les réseaux France-africains. Pourtant, pour avoir été scolarisé avec des Africains, qui sont d'ailleurs membres de ton mouvement En Marche, tu as censé connaître la qualité des hommes de ce continent. Tu nous as qualifiés de trafiquants d'êtres humains et de biens culturels. J'aimerais que tu dises le fond de ta pensée concernant l'esclavage du peuple noir pendant plus de 3 siècles, la colonisation qui a duré près d'1 siècle, et le néocolonialisme et le paternalisme qui perdurent. Mais elles n'ont aucun mémorial en France, pas même une stèle, alors qu'elles se sont battues pour les idéaux d'illégalité et fraternité que tu foules au pied de tes propos. D'où viennent les reliques africaines précieusement conservées au musée du Louvre et dans les musées français qui ont fait le rayonnement? Le comble, c'est quand j'ai entendu dire que des milliards d'euros que tu devais verser chez nous ne changent rien à notre condition. Tant que nos femmes continueront d'avoir 7 à 9 enfants, cher Emmanuel, pour le coup, tes statistiques sont faux, voyez, car les taux de fécondité en Afrique s'élevaient à 4,7 enfants par enfant en 2016. Même en 1950, il était de 6,5 enfants par femme. Ce rappel étant fait, permets-moi de te faire deux commentaires à ce sujet. Le premier sur le volume de l'aide internationale et ensuite sur la démographie. Tes prédécesseurs avaient arrêté le seuil annuel de l'aide internationale des pays riches en faveur des pays pauvres à 0,7% du produit national brut. Parce qu'ils estimaient à raison que vous deviez payer pour le tort que vous n'aviez fait subir
en spoliant nos richesses et en nous volant nos valeureux guerriers pendant 400 ans. Que ce soit la France ou sa cousine, la Grande-Bretagne, puissance colonisatrice, vous n'avez jamais atteint 0,4% de votre PIB. Et que dire de votre aide quand elle nous parvient, lorsqu'elle sous la forme d'infrastructures? Ce sont vos entreprises qui gagnent les marchés à des prix 3 fois supérieurs aux coûts nécessaires pour les réaliser. Ce sont vos compatriotes qui sont recrutés à des niveaux supérieurs avec des salaires exorbitants. C'est votre matériel qui est utilisé lorsqu'elle est sous la forme de bourse. C'est dans votre économie que les étudiants dépensent l'argent reçu, etc. Je t'aurais bien conseillé quelques études qui mettent en exergue les effets négatifs de l'aide sur nos économies, mais je doute pas que tu les aies en ta possession. Lettre à Emmanuel Macron que vous pouvez retrouver. J'ai écourté, hein, ça, oui. Il restait encore quelques phrases, j'ai un peu écourté, voilà. Et vous pouvez la retrouver en tout cas, je crois, sur le Facebook de la radio, France Maghreb 2, pour la lire entièrement, évidemment, cette lettre d'un Camerounais au président Emmanuel Macron. Dans un instant après la pub, l'avis tranché de notre ami Hicham Terak qui va s'intéresser à l'engagement des artistes et les coups de cœur à suivre. Ne bougez pas, tout de suite. Le grand forum, messieurs dames, sur France Maghreb 2, avec un conducteur qui s'en voit un petit peu perturbé, mais au vu de nos invités que nous avons eu tout à l'heure, de ce monsieur Salem. Il est atteint le monsieur. Sincèrement, c'est vrai, on l'a vu évidemment physiquement, il est atteint, psychologiquement on voit que ce monsieur n'est plus là. Et on voit qu'il est extrêmement choqué. En tout cas, on vous demande de partager l'article qu'on vous a mis donc sur le Facebook, une information révélée par France Maghreb 2. Donc n'hésitez pas surtout à partager parce qu'il faut que ça se sache. Et on a aussi ce devoir, et on peut le faire, chacun peut le faire, de partager l'article. Surtout, Christophe, ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà, c'est ça. Vous êtes tous, moi, vous y compris, être susceptibles de subir cette violence policière. Effectivement. Il était bon de le rappeler. Alors, on va passer maintenant à un autre avis tranché. Je sais, à cette heure-ci, normalement, les avis tranchés sont tous bouclés, sauf que là, aujourd'hui, on a pris un peu de retard. C'est de la faute de Zébulus, évidemment. C'est la faute d'habitude. Jingle, c'est parti. 10 minutes d'avis tranché. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Non, pas 10 minutes, mais 6 minutes 54 exactement. Qu'est-ce que c'était là c'est quoi ce procès d'intention? Tu m'avais dit que tu tenais les compteurs justement par rapport à ça. C'est quoi ce procès d'intention? J'ai abandonné tellement vous m'avez mis dans la merde. Alors, Hicham Terak qui lui respecte à chaque fois en tout cas. J'essaie de respecter les Hicham Terak qui va nous parler aujourd'hui de l'engagement des artistes. Ouais, d'un certain type d'artistes plus particulièrement. C'est parti. Je me suis posé plein de questions pour trouver un avis tranché, cool et sympa. Tu sais, le genre d'avis qui plaît à tout le monde, le genre d'avis au calme, tu vois quoi. Et finalement, je suis tombé sur un nouveau sujet. En fait, pas vraiment, mais sur une vieille idée que j'ai repris, et qui est en fin de compte toute simple, à savoir parler de musique, de rap plus exactement. Oui, pourquoi le rap? Bah, tout simplement parce qu'il est inexistant aujourd'hui. Ah, je vous entends déjà dire, mais si, ce qu'il raconte, il est fou lui, il y a Jul, PNL, Black M, Fianso, ish. Non, je m'explique. Le rap est à la base une forme d'expression où on manie le mic et surtout la plume pour dénoncer, revendiquer, mais en tout cas exprimer des idées sur une situation donnée et pointer du doigt tout ce qui ne va pas dans un système, notre système par exemple. Pour certains, de la musique nègre, une sous-culture. Du coup, vous me connaissez, je vais slammer mon sujet, tout ça, voilà. 1, 2, 3. Oh mes rappeurs, oh mes tueurs de la rime, par les temps qui courent, nos oreilles ne sont que vos seules victimes. L'âge d'or du rap est en tournée, les nouvelles générations sont enlisées. Je pense que les sonorités électroniques vous font devenir amnésiques. C'est dommage qu'aujourd'hui, vous ne chantiez que pour les meufs et le fric. Quelques clics sur YouTube, mais du spectacle toujours pas intermittent. 2-3 millions de vues pour vos clips, mais toujours pas de rap conscient. Pour qu'on t'écoute, tu bloques une autoroute. T'as pris la voie rapide pour le tragique et ça pour quelques clics encore. Heureusement qu'il n'y avait pas d'ambulance bloquée. Franchement, tu imagines continuer à rapper? Respect les délires, respect le taf. Avouez que le niveau s'empire et que certains devraient se mettre des baffes. Style jean basket, on parlait bien plus de relever des compteurs que de lever des compètes. En musique, on n'invente plus rien depuis les 70s. Avouez que vous êtes fort pour vous montrer avec des bouteilles de tease. Oui, c'est vrai, on a l'air d'être méchant, mais quand on voit vos têtes par moments, je me dis que vraiment, il n'y a que des enfants. Les gars te disent qu'ils t'enverront une équipe pour régler leurs contentieux. En vérité, quand on vous voit, je me dis que vous avez plutôt des comptes en Suisse. Cette époque voit émerger des rappeurs 2.0. Je me souviens que dans le hip-hop, avant,
on était tous masqués comme dans Zorro, révolutionnaires comme Guevara, quelques égo-trips mais surtout dans nos textes des combats. À l'époque, tout se préparait, tout se faisait dans les caves. 2017, faire à lycée, bah oui, ça joue un peu les... Encore les mêmes, avec un souci d'identité. Mais comment veux-tu croire en leur virilité ? Ils ne te parlent pas d'engagement ou de gouvernement, seulement qu'ils sont chauds et qu'au quartier ça vend. Et ceux qui te gouvernent te mentent. Mais ça, pas besoin d'être savant. Des imposteurs, même pas un texte engagé et engageant sur nos 11 millions de partisans du FN. Tous préfèrent chanter du texte léger, se prendre pour des bandits, mais passent leur son sur la FM. Non, franchement, sur ce coup, c'est moi qui ai la haine. À la longue lignée des descendants du rap conscient et tragiquement affaibli, restent quelques soldats ici et là. L'apologie du bandit et de sa vie, l'oubli de la culture que pour gagner sa croûte, faut taffer dur. Petit rappel pour nos jeunes, hip-hop az, autrement dit MC, article 2 de la hip-hop culture, que la priorité de tous les hip-hop az devrait protéger la vie et son développement. Paraît que beaucoup ne savaient pas que le hip-hop était une vraie culture. Du vrai hip-hop à l'ancienne, je suis resté toxico. Désolé si les textes sans message et sans rime ne font pas écho. Merci. Merci Hicham, bravo. Un petit peu vite fait hein, quand même. Moi je partage. Merci. Je partage vraiment ton coup de gueule là pour le coup. Bon, c'est un petit coup de gueule, enfin vite fait, rapide. C'est comme je l'ai dit, je le souligne très légèrement, mais en fait, je m'attendais à ce que on ait plus d'engagement de la part de certains artistes par rapport aux élections, par rapport à ce qui se passe, par rapport même à comment dirais-je aux bavures policières. On en parlait tout à l'heure. Ça parle. Kerry James, il est toujours bien engagé. Alors justement, c'est pour ça que je parle de rappeurs 2.0. Je parle plus des nouvelles générations. Voilà. Je me souviens moi d'un reportage qu'il y avait eu sur Tupac. Qui est décédé en 96, mais déjà Tupac nous annonçait qu'il allait avoir une nouvelle génération de rappeurs, mais qui avait absolument rien à voir et qui s'en foutaient clairement. Je suis resté à Melly Mel, The Grand Master Flash. Voilà, c'est ça Tupac, en fait. Les premiers. Et quand je parle de la hip-hop culture, c'est vraiment reconnu. Il y a vraiment des artistes. Africa Bambata, Zulu, Nation, tout ça. Voilà. Il y a vraiment comment dirais-je une way of life. En fin de compte, il y a vraiment des règles à suivre si on est vraiment dans le mouvement hip-hop, parce que le hip-hop ne s'arrête pas que au rap. C'est juste une forme de. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent réagir à tout ce qu'ils entendent dans l'émission, mais même au-delà, sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41 24 heures sur 24. J'ai 2 minutes pour les coups de cœur. Alors on y va, c'est parti. Allez, non, c'est ça. France Maghreb 2, le coup de cœur. Qu'est-ce qu'il y a, Anan? Je démarre. Elle fait sa princesse là au studio depuis un moment là. Anan, vas-y, ne te laisse pas intimider par ce donc monsieur. Je vais parler d'Ardian Lab, qui est une fondation qui accompagne en fait des entrepreneurs issus du 93 notamment. Donc je vous invite à vous rendre sur leur site, vous tapez juste Ardian Lab, donc ARDIAN plus loin Lab. En ce moment, il y a un concours qui est mis en place pour les personnes qui habitent dans le 93. Donc la date limite du dépôt de dossier de candidature, c'est le 15 août. C'est très simple. Vous avez juste un dossier à remplir, c'est quelques lignes, c'est vraiment très simple, et à présenter votre projet en maximum 3 minutes par vidéo. Et derrière, si c'est bingo pour vous, vous avez toute une équipe d'accompagnateurs qui vous ouvrent le réseau et qui vous aident à mettre en place votre activité. Donc vraiment foncez, là les personnes qui habitent dans le 93, Ardian Lab, ARDIAN plus loin Lab. Parfait, allez-y, n'hésitez pas. Hicham. Écoute, moi j'ai un coup de cœur. Je pense que je le ferai la prochaine fois. D'accord. Ok, ça sent le mec. Ok, d'accord. Désolé. Jean-Marc. C'est parti mon coup de cœur. Qu'est-ce qu'il a? Il est où? Il est parti. Non, moi j'entends rien. C'est musical apparemment. Il est musical mon coup de cœur, tout est branché, donc c'est à toi d'assurer. Kalash. France Maghreb 2, voilà. Ça part en live, bon bien sûr, ok. Les couleurs se discutent pas. Je dis en pas tout cas, que ceci entendu, le sujet consiste à parler d'un homme qui a laissé sa femme et avec un enfant et un autre qui vient et qui reprend tout en charge, et l'autre qui revient, qui joue le caïd et qui dit moi je suis ci, je suis ça, je vais récupérer ma femme et tout, etc. Voilà, tout simple, c'est un compatriote. Oui, Alain, qu'est-ce que t'as à dire? Que j'aime beaucoup cette chanson, mais que ça part en live sur France Maghreb 2. Très bien. Hicham? Ben oui, depuis que t'es là, ouais. Non, mais avant c'était Rai, c'était Chef Khaled, c'était Chef Mami. Non, mais pour la diversité, on défend tous les droits de tous les soutriens. Ouais. Et toi, tout à l'heure, ton général a dit un gros mot, d'accord? Il a employé le mot baiser, t'as rien dit. On va se calmer un petit peu. Zébélus est très en forme aujourd'hui. Il est chaud patate. Absolument. Bon, c'était les coups de cœur pour ce mercredi. Anan est choqué.
Je suis totalement choquée. Voilà, je te prie de bien vouloir nous excuser, ma chère Anan. Bon, elle n'était pas choquée pour le général qui a employé le mot baiser et pour un chanteur qui chante normalement. Mais ça suffit, elle est pas obligé de le répéter à chaque fois, mince alors. Oh là là. Zébélus, dehors. Allez. Barre sur les T et les points sur les I. Monsieur Zébélus revient demain? Tout à fait, avec grand plaisir, sans Anan. Bah moi aussi je peux être là demain. Puisque tu le dis, Anan revient demain aussi. Il a un pass Super, VIP. bah demain alors. Avec Amber de Santos qui va tenter de vous calmer. Donc tous les trois demain pour le grand forum. Non mais moi j'ai pas donné mon accord. Hein, comment ça Anan? Mais mon ami, t'as pas d'accord à donner, c'est moi le chef ici. T'es le chef. Je veux faire Macron. C'est moi le chef. T'es le chef, mais tu es en train de raboter le budget. Et alors, je fais ce que je veux, c'est moi le chef. Bon, merci beaucoup Hicham. Merci à vous. Super émission. Moi j'ai partagé ma première émission avec Hicham Tarek. J'en suis ravie. Pareillement. Voilà, hyper touchée de. C'est pas une faillotte celle-là. Non, hyper touchée de nos invités. Voilà. Vraiment, je trouve qu'au niveau de la radio, voilà, on met en avant des combats et je trouve ça vraiment super. Voilà. Et puis mon cher Zébélus, comme tu sais, je t'aime. Moi aussi. C'est beau. Je t'aime comme le soleil aime la pluie. Il est temps que ça se termine, je crois. Merci beaucoup Hicham. On te revoit avant les vacances peut-être. Ouais. Et puis j'ai un coup de cœur à placer. Ouais, d'accord, très bien. Il s'appelle Romain. Ouais. C'est il vend du café mais il est avec son vélo. Ah ouais. Voilà, ça s'appelle les cafés Gouzo. Et en fin de compte, c'est pour moi des vieux métiers qui ressurgissent. Et je voulais qu'il vienne en studio avec, tu sais, tout son attirail de café. Comme ça, on aurait pu. Bon tu nous fais venir la semaine prochaine. Il y a des métiers qui sont repris depuis bien un bon moment, hein, les cireurs de pompe et tout, etc. Ça, t'en connais. Ça, je suis en stage avec toi. Merci Jean-Marc. À demain. Anan à demain. À demain. Hicham à la semaine prochaine. Restez bien à l'écoute de votre radio. Oula, 18h04 à cause de vous, je vais encore me faire engueuler. On déborde là. Franchement, c'est pas sérieux du tout. Hein. Franchement, on sent que c'est la fin de saison et qu'on commence à faire n'importe quoi. Il y a du relâchement. Marine Garel, heureusement, a patienté gentiment pour le flash d'actualité. Bonsoir à tous. Alors que le tribunal de commerce de Poitiers rendra sa décision lundi prochain concernant la reprise de GMS, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et le secrétaire d'État Benjamin Diego sont sur le site cet après-midi à la Souterraine dans la Creuse. Nous n'abandonnerons personne, promet le ministre de l'économie. Les salariés demandent de leur côté une reprise avec plus de monde et ils rappellent que des familles sont en jeu. Le repreneur potentiel GMD ne devrait reprendre que 120 des 277 salariés. Le Sénat a adopté hier le projet de loi antiterroriste qui doit remplacer le 1er novembre l'état d'urgence. Le texte sera débattu à l'Assemblée nationale en octobre, mais de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer une transcription dans le droit commun des mesures de ce régime d'exception. François Lecointre remplace Pierre de Villiers au poste de chef d'état-major des armées. Le général âgé de 55 ans a été nommé ce matin après la démission de son prédécesseur qui avait critiqué les économies réclamées à la défense par Bercy. Près d'une offre d'emploi sur 10 publiée sur le site internet de Pôle emploi n'est pas légale, essentiellement en raison d'incohérences dans le contenu. C'est ce que révèle aujourd'hui une étude publiée par l'opérateur public. Prudence, Météo France a placé 15 départements du centre et du sud-ouest en vigilance orange aux orages aujourd'hui. À l'étranger, en Syrie, de violents combats entre rebelles et djihadistes ont fait au moins 14 morts en 24 heures, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ils se sont déroulés dans le nord-ouest du pays, une province qui est la dernière à échapper complètement au régime de Bachar al-Assad. Sport, 17e étape du Tour de France en ce moment. Les cyclistes sont dans les Alpes, une étape entre la Mure et Serre-Chevalier, étape marquée par 2 abandons. Le coureur français Thibaut Pinot pour cause de fièvre et puis également le maillot vert, l'Allemand Marcel Kittel. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2.